Nous recevons, à propos de l'impasse dans laquelle nous conduit le système libéral, Monsieur Frédéric Sinclair, donc qui a une formation d'économiste et de mathématicien et qui a été chargé de missions notamment à Matignon auprès de Monsieur de Villepin de 2005 à 2007 pour sa communication et qui aujourd'hui, en tant qu'écrivain et politologue, a publié chez l'Harmattan cet essai de philosophie politique civilisationnelle, comment sortir de l'impasse libérale. Et donc, dans l'introduction, M. Sinclair, vous rappelez que la perte de puissance de l'Occident en général et de la France en particulier, notamment par rapport à sa situation économique, se constate par rapport à de nouveaux hégémons, tels que la Chine, que vous décrivez avec de nombreux chiffres, et vous esquissez les pistes pour un rebond français dans la compétition mondiale. Alors, vous excluez la solution de gauche en vous appuyant sur l'essai de Jean-Claude Michéa, l'impasse Adam Smith, ainsi que la solution capitaliste de droite par une dérégulation plus importante, et vous avez choisi de décortiquer l'échec de la thèse de Francis Fukuyama de son livre La fin de l'histoire et le dernier. Monsieur Sinclair. Avant de vous parler de ce livre-là, qui est comme vient d'être dit un livre de philosophie politique civilisationnelle, je vais tout d'abord remercier le Cercle Aristote de m'accueillir, merci beaucoup. Je vais remercier aussi ceux qui ont pris la peine de me lire. C'est un livre réellement de philosophie politique, c'est un peu dense, c'est un peu casse-pied. J'écris pas dans Pif Gadget, je le regrette. Bon, on va parler de ce livre, mais je vais dire deux mots, c'est un tout petit peu immodeste, mais je vais dire deux mots sur moi parce que, en vérité, je pense que je fais partie des intellectuels français les moins connus, et peut-être même que certains d'entre vous ont été obligés de regarder un tout petit peu sur Google qui je pouvais être avant de savoir s'ils allaient se déplacer ou pas. Et à vrai dire, je veux que ça reste comme ça, donc même si la conférence vous plaît, vous ruez pas sur Twitter pour parler de moi, ça m'intéresse pas. Mathieu Bocoté, avec qui j'ai pris un café dernièrement, me disait à ce moment-là, quand on parle de choses un petit peu compliquées, il vaut mieux être discret. C'est mon cas. Alors ça ne m'empêche pas de publier des choses qui peuvent être mal comprises. Vous trouverez dans Valeurs Actuelles une tribune sur l'affaire Lola où j'explique qu'il faut non pas emprisonner comme le pense la droite, non pas expulser comme le pensent ceux qu'on qualifie d'extrême droite, mais exécuter les terroristes et les criminels étrangers. Je pense être le seul intellectuel français aujourd'hui à prendre des positions comme celle-là. Donc ça peut m'arriver d'en prendre de façon publique, mais il faut rester discret. Une tribune et on se calme. L'autre chose, c'est que malheureusement pour moi, et je le porte comme une croix, je ne pense pas comme tout le monde. C'est pour cette raison que Dominique de Villepin m'a engagé, parce que je pensais différemment du troupeau. C'est pour cette raison qu'il ne m'a pas écouté, parce que je pensais aussi différemment et que c'est compliqué d'écouter quelqu'un qui ne pense pas comme tout le monde. Et vous allez le voir, en fait, on va aborder le libéralisme d'une manière qui n'est pas naturelle. C'est-à-dire que non seulement elle n'est pas habituelle, mais elle n'est pas naturelle. Ça veut dire que ça va vous bousculer. Je ne suis pas là pour faire en sorte que vous pensiez comme moi. Tout d'abord, ça ne marchera pas, parce que j'ai beaucoup essayé dans mes jeunes années. En fait, personne ne pense comme moi, donc je continue de penser différemment et assumer mon statut de poil à gratter. Je suis juste là pour bousculer un peu vos idées et j'espère que ça va marcher. Donc, comme vous l'avez entendu, on va parler de libéralisme. Alors, dans ce livre, c'est quand même, encore une fois, c'est très dense. On ne va pas pouvoir parler de tout. Je ne suis pas sûr d'arriver à vous expliquer comment la beauté va nous sortir de la crise mondiale dans laquelle on est. Parce que je pense qu'en fait, il me faudrait 4 heures. Mais on va essayer quand même. Le principe de ce livre-là, c'est d'essayer de prendre le contre-pied
de ce qui se fait habituellement en pensée économique. On vit dans une société qui, à la fois, est gouvernée par une doctrine économique libérale. Alors le mot libéral, il a 1000 significations différentes en économie. Tout le monde vient me chercher en me disant mais non, le libéralisme c'est pas ça. Alors je suis au courant, j'ai lu les livres que vous avez lus, il n'y a pas de problème. Donc venez pas me dire non mais le libéralisme français de un tel, de Constant, de Stahl, là, il est différent de celui d'Adam Smith ou de Ricardo. Oui, je sais ça. Donc on va essayer de s'élever au-dessus de ça et de le prendre comme une catégorie globale, celle que, on va dire, les Lumières ont fixée comme objectif à l'humanité entière en disant, bon, globalement, maintenant qu'on sait qu'on n'aura plus accès au royaume des cieux pour nous sauver, il va falloir qu'on crée un paradis sur terre. Ce paradis, on va se le fabriquer et globalement, on sera content quand le monde sera à peu près libéré de toutes les formes d'oppression politique et donc que les individus, les citoyens auront acquis une liberté non pas totale au sens d'une absence de règles, mais totale au sens des règles à la Montesquieu, des règles qui sont fixées et reconnues et acceptées par tous et qui nous permettent de vivre en harmonie sans nous tirer dedans. Et puis économiquement, ces règles-là permettront de créer de la richesse et on rajoute à cette idée d'égalité de liberté, une idée d'égalité qui va permettre de redistribuer ces richesses, donc fabrication de richesses grâce au système libéral qu'on appelle aujourd'hui capitaliste, et puis redistribution de richesses de manière à ce que voilà, l'homme soit suffisamment satisfait. Le projet libéral auquel je fais référence est globalement celui-là, et après on est d'accord, il y a tout un tas de différences et je ne les nie pas, et de spécificités, je ne les nie pas non plus, mais vous allez comprendre pourquoi ça ne m'est pas très très utile en réalité de rentrer dans ces spécificités techniques dans le cours de l'allocution. Alors, dans tous mes livres, j'en ai publié 4-5, ce qu'il faut regarder, c'est pas le titre, comment sortir de l'impasse libérale dans ce cas-là, c'est le sous-titre. Essai de philosophie politique civilisationnelle. Le précédent s'appelait La droite face à l'islam. En réalité, le sous-titre était De la guerre civile à la guerre culturelle. J'expliquais dans ce livre-là que l'islam politique dont tout le monde nous rabat les oreilles est à peu près absent de notre pays. En revanche, il y a un islam civilisationnel qui lui est en train de nous ravager culturellement et qui est le véritable impensé et de la classe politique et d'une bonne partie des intellectuels qui passent leur temps aussi à parler d'islamisme, c'est-à-dire d'islam politique, alors que globalement, s'il est très présent dans la partie sud de la Méditerranée, ce n'est que son ombre portée qui nous recouvre. Je ne crois pas que ça soit pour demain, comme le prétendait Houellebecq, qu'on ait un président musulman, même si potentiellement ça arrivera. Peut-être ça m'inquiète moins que les ravages causés par le basculement civilisationnel aujourd'hui à l'œuvre dans notre pays. Dans le premier livre, c'était pareil, la refondation de la droite, il y avait un sous-titre et c'était ce sous-titre-là qui était important. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a dans ce sous-titre, c'est philosophie politique, mais surtout c'est civilisationnel. Ce qui m'intéresse, c'est mon obsession, c'est la civilisation. Il y a dans la question civilisationnelle quelque chose de délicat quand on n'a pas vu son importance. On a l'impression que ceux qui en parlent tout le temps délirent. Ils se disent mais qu'est-ce qu'ils ont à nous emmerder avec leur civilisation? En réalité tout va à peu près bien. Bon, c'est vrai que les choses changent, mais on s'en sort. Le problème, c'est que quand on a vu le problème et qu'on a vu le basculement civilisationnel en cours et qu'on a vu l'importance de la civilisation, on ne peut plus regarder ailleurs. Et en matière de civilisation, vous l'avez vu pendant la dernière campagne présidentielle, des propositions sur l'aspect régalien, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il y en a. Sur la partie économique, il n'y en a pas. Sur la partie économique, tout le monde fabrique globalement du libéralisme et ceux qui refusent d'en faire, bon, le Rassemblement national, on va dire, pour faire court, on les traite de gauchistes. Et on dit globalement, bah, Marine Le Pen, c'est Mélenchon. Donc on a une vision extrêmement bien segmentée
soit on fait partie du camp Ciotti-Zemmour, et à ce moment-là, on fabrique du libéralisme économique, on peut le renommer à sa sauce, mais globalement, on a besoin du marché, on a besoin des investisseurs, on a besoin des industriels, donc on fabrique du libéralisme économique, et on ne voit pas bien comment on va arriver à se défendre, mais je vais en parler dans une seconde, contre les États-Unis, mais surtout contre la Chine. Soit on passe de l'autre côté, mais à ce moment-là, vous l'avez entendu en introduction, dépasser la question libérale par la gauche, Jean-Claude Michéa a clos le débat. Ce n'est pas possible, pour une raison finalement extrêmement simple. Toutes les formes de socialisme sont des progressismes. En réalité, Marx a définit la classe bourgeoise comme étant une classe révolutionnaire. Le capitalisme doit être dépassé, mais en réalité, dépasser, ça ne veut pas dire détruire, ça veut simplement dire que ceux qui détiennent le capital et qui sont une minorité doivent, eux, être dérouillés de manière à ce qu'on leur prenne le capital et qu'on le redistribue au prolétariat. Le principe d'un raisonnement technicien chez Marx est pleinement en vigueur. Il faut lire Jacques Ellul à ce sujet-là. Le principe d'une croissance indéfinie qui détruit et la nature et la civilisation et fonctionne aussi à plein, et toutes les sociétés socialistes ne parlent que de redistribution des richesses, ne parlent que de croissance et de pouvoir d'achat. Vous l'avez entendu, hein, le pouvoir d'achat chez Marine Le Pen comme chez Jean-Luc Mélenchon, c'est quelque chose qui obsède, et on peut comprendre, hein, quand on n'a pas de quoi bouffer, il y a un moment on se dit oui, mais sauf que, est-ce que la redistribution du pouvoir d'achat file de quoi bouffer aux gens? J'en suis pas certain. Donc, quoi qu'il arrive, on a ces deux alternatives-là, et donc finalement croire que par la gauche on va dépasser le capitalisme, c'est un leurre. Donc, ce qui m'intéresse chez Michéa, quand il dit qu'il n'y a pas moyen de dépasser le capitalisme par la gauche, c'est qu'il dit aussi, ce qui pose problème, c'est pas tant la structure capitaliste et libérale que notre façon de penser. Il dit, nous pensons de façon économiciste, nous pensons de manière économique. Et c'est un peu vrai. Imaginez que je vous montre là des appartements ou des maisons à acheter. La première question que vous allez vous poser, c'est combien ça coûte. Vous rentrez dans un magasin pour, je ne sais pas, un devis pour n'importe quoi, la première chose qu'on vous pose comme question, c'est quel est votre budget? La question économique arrive toujours en premier. À partir du moment où vous mettez en premier la question quantitative de combien j'ai d'argent, vous rentrez dans les logiques habituelles du capital. Fukuyama s'empare à la fois du libéralisme dans son acception politique et du libéralisme dans son acception économique. Il traite les deux d'un coup. Et il nous annonce, dans les années 90, la fin de l'histoire. Alors, c'est là que les choses vont commencer à se corser. Donc, la fin de l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, les démocraties libérales ont gagné la bataille des idées. Et que, à partir de maintenant, plus aucun modèle ne viendra supplanter celui de la démocratie libérale, parce qu'il n'y en a pas de meilleur. Il ne dit pas, oui, en fait, on n'arrivera pas à faire mieux. Non, il dit, il n'y a pas mieux. On ne peut pas faire mieux qu'une société démocratique, et on ne peut pas faire mieux qu'une société capitaliste. Et alors après, il faut juste s'arranger sur la dose de liberté et la dose d'égalité. Mais on ne fera pas mieux. Et donc, à partir des années 90, c'est-à-dire au moment où l'Empire soviétique s'effondre, il en déduit que l'histoire s'est terminée, c'est-à-dire que globalement, on a atteint un maximum et que le modèle de l'Ouest va s'étendre progressivement à toute la planète. Bon, manifestement, ça a merdé. Et donc, je commence par là où ça a merdé, c'est-à-dire la Chine. Qu'est-ce qu'elle fait, la Chine? Elle développe un modèle qui n'est pas celui de la démocratie libérale, mais qui vient supplanter politiquement et économiquement, et pas seulement économiquement, politiquement et économiquement, qui vient supplanter celui de l'Occident, et ils vont nous faire disparaître. Quand je vous dis ça, je vous en prie, monsieur. Merci, excusez-moi. Quand je vous dis ça, ils vont nous faire disparaître, c'est pas une formule. J'ai passé longtemps à batailler contre l'idée d'Onfray qu'on avait perdue. Je pense aujourd'hui, effectivement, on a perdu.
On a perdu. Dans un livre qui a fait date, en fait, Graham Allison, un professeur à la Harvard, à la Kennedy Business School, après la guerre, l'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide, Graham Allison écrit que dans les années 80, près de 90% des Chinois vivaient avec moins de 2 ou 3 dollars par jour. Aujourd'hui, c'est seulement 3%. Il explique que la Chine a construit, entre 1996 et 2016, 4 millions de kilomètres de routes, dont 110 000 d'autoroutes, reliant ainsi 95% des villages du pays, que son système autoroutier est de près de 50% plus grand que celui des États-Unis et désormais le plus étendu du monde, que le réseau ferroviaire de la Chine, de la Chine à grande vitesse est aussi le plus grand du monde, que l'Asie est devenue plus riche que l'Europe en matière de richesse privée, et que selon une estimation qui date de 2015, c'est en Chine que l'on trouverait le plus de milliardaires. Le pays, écrit-il, produit un nouveau milliardaire par semaine. Donc moi, je veux bien écouter ce que dit notre président ce soir, mais j'aimerais qu'on m'explique comment, même en réformant l'appareil productif français de fond en comble, de la cave au grenier, comment on va concurrencer la Chine. Moi, je veux qu'on m'explique ça. Donc moi, mon postulat, c'est que c'est mort. On ne concurrencera pas la Chine. Donc le seul moyen de s'en sortir, c'est quoi? C'est de changer le paradigme. Le seul moyen, c'est de dire, ok, les règles qu'on a fixées au moment de l'entrée dans l'époque des Lumières, on va les changer. C'est ça que j'explique dans mon livre. La première partie du livre est consacrée à Fukuyama, vous allez comprendre pourquoi. La deuxième partie est consacrée à ce qui a été pour moi l'âge d'or du libéralisme, entre guillemets, c'est-à-dire de l'idéal de liberté. C'est la Renaissance italienne et le grand siècle français. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, au moment où on est devenu des modernes, on a commencé à fabriquer une société qui n'était plus la société des anciens. Donc vous connaissez bien l'opposition entre les anciens et les modernes. Les anciens, donc les Grecs et les Romains de l'Antiquité, le modèle perdure assez longtemps. Ils ont un concept de liberté, Benjamin Constant explique ça très bien, qui est fondé sur la liberté exclusivement politique. La dimension privée intervient très peu. Et on a changé ça au moment de la fin du Moyen-Âge, on va dire, et de l'entrée dans la Renaissance, où le concept de liberté est devenu celui d'une société civile où des individus ne sont plus opprimés par l'État, ils ne sont plus commandés de prendre position politiquement, et ils commencent à développer une vie sociale qui a contribué aux arts, à tout ce que l'Occident a créé, et que le monde, j'étais encore au Café de Flore cet après-midi avec les Chinois et les Américains, le monde vient voir ici, ils viennent humer ce que Sartre et Aron, Beauvoir et les autres ont laissé échapper dans ces endroits-là. Donc cette modernité-là, elle s'est créée au moment de la Renaissance et au moment du grand siècle français, et on a coupé le fil. Qui ont les Lumières. Les Lumières qu'on révère, en réalité que la gauche révère. Alors je viens de l'extrême gauche, moi, donc j'ai absolument pas de problème avec le principe de la gauche. Je suis encore un lecteur de Proudhon. J'aime plein de choses à gauche, mais je suis obligé de reconnaître que, ils sont anti-chrétiens. Et ça me pose un problème. Parce que, indépendamment de mes convictions personnelles, notre civilisation est d'abord chrétienne. Alors historiquement, non. Mais en termes d'importance, oui, elle l'est d'abord. On n'est pas obligé d'aller à l'église le dimanche, ça c'est pas mon sujet, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, on ne peut pas ignorer ce que culturellement et politiquement, ces 15 siècles de christianisme ont façonné. C'est-à-dire que si on enlève tout ça, c'est ce qu'a prétendu faire la gauche au moment de la Révolution française, il n'y a plus rien. Ils ont prétendu recréer une morale, elle ne marche pas. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir. Les bien-pensants là sur les plateaux télé, il n'y a pas un moment où vous avez envie de les claquer. Donc, la vérité, c'est que notre courtoisie chrétienne et notre sentiment chrétien nous interdisent de le faire. Et donc, on les aime, ces gens-là de gauche. Mais quand même, ils nous irritent un peu.
Donc je dis que cette civilisation, elle est d'abord chrétienne, et puis bien évidemment, elle ne peut pas s'abstraire de sa source. Ça fait Aristote, on va commencer par là, la Grèce antique, et puis la Rome. Fukuyama. Fukuyama, comment il fait Fukuyama pour nous ramener, pour nous permettre de retisser ce lien qui a été coupé au moment des Lumières. Alors tout d'abord, Fukuyama, on l'a beaucoup critiqué parce que quand il a dit la fin de l'histoire, tout le monde a dit « Bah, c'est Huntington qui avait raison. Vous n'avez rien compris, il n'y a pas de fin de l'histoire, les démocraties libérales n'ont pas gagné, fermez le bouquin, mettez-le au feu, Fukuyama est un âne. » Non, Fukuyama n'est pas un âne, c'est un garçon extrêmement brillant. Extrêmement brillant. On l'a pris pour un bourgeois capitaliste américain, un néolib, et on s'est dit, bon, globalement, le néolibéralisme est en crise, d'ailleurs, il est ce soir à la télé, et il essaie de se justifier. Le néolibéralisme est en crise, on n'a plus rien à en tirer, fermez le banc. Mais Fukuyama n'est pas un néolibéral. En réalité, Fukuyama est un lecteur de Kant, de Hegel, de Nietzsche et d'Alexandre Kojève. Donc, ça veut dire qu'il s'inscrit, donc c'est un économiste, un professeur d'économie, mais sa réflexion est entièrement philosophique et elle s'appuie sur l'idéalisme allemand. Il n'y a pas besoin d'aller chercher Kant et Hegel pour fabriquer du capitalisme façon 21e siècle. Enfin, je veux dire, pourquoi il fait ça ? Il fait ça parce qu'il trouve que le libéralisme de Hegel est beaucoup plus noble que celui de Locke et de Hobbes, qui sont les penseurs anglo-saxons à la base du libéralisme politique au XVIIe siècle. Il trouve aussi que Hegel aborde la question libérale sous un angle extrêmement intéressant. Alors là, je vais sauter tout ce qu'il y a dans mon livre et qui sert à fonder philosophiquement cette réflexion-là. C'est la réflexion sur le premier homme, l'état de nature, chez Hobbes, chez Locke, c'est chiant comme les pierres. Donc, mais il faut le faire parce que c'est comme ça que ça tient debout. Mais Fukuyama le fait, il vous l'explique, alors il explique lui en 400 pages, moi le bouquin fait 100 pages, bon, hein, donc je résume, mais il explique très bien. Il dit globalement, si on suit la piste des Allemands, en fait le libéralisme, il prend une autre tournure. La question libérale devient celle de ce que Platon appelait le thumos, c'est-à-dire le désir de reconnaissance. En réalité, l'histoire du libéralisme est l'histoire des relations conflictuelles que les gens entretiennent les uns avec les autres. Le thumos est une notion philosophique fondamentale, ce désir de reconnaissance. C'est lui qui permet aux sociétés d'aller de l'avant. Pourquoi nous fabriquons des choses toujours plus belles ? Parce que nous cherchons à rivaliser les uns avec les autres. Parce que notre volonté d'exister fait qu'on se bouge un peu le derrière pour faire mieux que le voisin et obtenir le contrat qu'il aurait obtenu, sinon on était resté tranquillement dans notre fauteuil. Et donc, c'est ça le véritable moteur de l'Occident. Ce moteur historique, ce moteur libéral, c'est en réalité une confrontation des hommes les uns avec les autres. Alors, les bien-pensants vous diraient, ils sont plutôt anglo-saxons les bien-pensants, et vous direz oui, c'est la théorie des abeilles, la fable des abeilles de Mandeville, c'est aussi la théorie des vices privés. Dans tous les cours d'économie politique anglo-saxons on trouve ça, c'est les vices privés qui font les vertus publiques. Donc globalement, le boucher pour vous satisfaire, lui il préférerait vous fourguer de la viande vraiment dégueulasse pour gagner là-dessus, mais il a beaucoup plus intérêt à vous donner de la bonne viande parce que comme ça il va vous fidéliser, et puis si quelqu'un vient se mettre, lui faire concurrence à côté, et ben cette personne-là, il va falloir aussi qu'elle fasse le mieux possible, de manière tout à fait égoïste, hein, juste pour leur enrichissement personnel. Et grâce à ça, ils vont réussir à gagner de l'argent. Fukuyama dit, c'est bien cette théorie, mais en réalité, on pourrait imaginer que derrière, il y a une forme de bienveillance quand même collective. Or, Machiavel est inquiet, il dit non, c'est la méchanceté des hommes. C'est quand on pense à leur vie, il y a certains philosophes qui pensent que le thumos, le désir de reconnaissance, est la racine du mal politique. Il dit en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a un mal ancré dans l'être humain duquel on ne parvient pas à se défaire. Alors,
on le maîtrise individuellement, mais collectivement, parfois ça devient dur. On le voit entre la Russie et l'Ukraine. Quelles que soient nos positions, on voit bien que sur certaines questions, et notamment les questions territoriales, la volonté de puissance se fait jour, l'usage de la force se fait jour, et à ce moment-là, le tumos ressurgit. Qu'est-ce qui bloque dans ce désir de reconnaissance qui, à la base, est tout à fait naturel? Chacun d'entre nous désire être reconnu à sa juste valeur. Et ce qui bloque, c'est un truc tout bête. En fait, c'est comment j'évalue ma propre valeur. Comment je me situe. Et Fukuyama a dit, enfin, il n'est pas le seul à dire ça, mais il le dit de façon très juste, la vérité, c'est que chacun a tendance à se surévaluer. Et donc, ce désir de reconnaissance, c'est demander aux autres de reconnaître notre valeur, mais nous, on la fixe assez haut. Donc, globalement, je vous dis, vous êtes gentil, mais vous allez reconnaître que je suis, moi, le meilleur intellectuel de France, le plus grand de tous. Là, vous allez me dire, c'est peut-être sympa ce que vous dites, mais je ne peux pas vous mettre si haut. Et ça crée un conflit. Et en fait, ça crée un conflit général dans la société, ce truc-là. Et ce tumos, quand il mute sous cette forme-là, de désir de reconnaissance violent, du désir de domination, on l'appelle mégalothymia. Nietzsche l'appelle volonté de puissance. La thèse de Fukuyama, c'est quoi? C'est la démocratie et le capitalisme vont réussir et ont réussi à maîtriser cette volonté de puissance chez l'être humain. Alors, moi, quand je commence à lire Fukuyama, je suis déjà en désaccord avec lui. Je dis, mais vous blaguez. En vérité, Machiavel nous a enseigné que cette volonté de puissance, on ne la maîtrise pas. En réalité, il faut réussir à la transformer. C'est pour ça que j'arrête de lire Michéa. Michéa raisonne de manière morale, comme à peu près la plupart des intellectuels et des gens aujourd'hui. Où est le bien, où est le mal? La morale ne permet pas de maîtriser la volonté de puissance des individus. Là, aujourd'hui, si vous allumez la télé, LCI, pour ne pas les nommer, ils vous font de l'Ukraine du matin au soir. Ok? Ça peut être le feu dans le pays, mais eux, ils vous parlent de l'Ukraine. Et ils vous disent quoi? La guerre, c'est mal. Ok. Merci, parce qu'on ne s'était pas rendu compte tout seul. Mais honnêtement, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc le problème du jugement moral, c'est qu'il nous emmène nulle part. Fukuyama ne fait pas ça. Fukuyama dit... Non. Laissons de côté les anglo-saxons avec leur obsession de la morale. Alors vous remarquerez que les États-Unis, qui foutent le bazar à peu près sur toute la planète, c'est toujours aussi pour des raisons morales. Ils pensent que moralement ils sont meilleurs que les autres, qu'ils ont les droits de l'homme, enfin qui nous ont piqué d'ailleurs, la démocratie, le libéralisme, et qu'il faut absolument l'étendre à toute la planète. Eh bien, cette moraline-là, qui est à la base de politiques extrêmement sérieuses et parfois dévastatrices, Fukuyama dit non, il ne faut pas faire ça, il faut chercher autre chose. Et il pense absolument qu'on va réussir à maîtriser le groupe, que l'Occident a réussi à maîtriser le tumos, la volonté de puissance, grâce au capitalisme et à la démocratie. Alors pourquoi le capitalisme et pourquoi la démocratie? Il dit en fait ce qui s'est passé, c'est que la volonté de puissance, elle s'exprime comment? On est en désaccord, on parle. Et puis, moi je veux ça, vous voulez ça, le ton monte, et au moment où il faut nous mettre d'accord, qu'est-ce qui se passe? On sort l'épée. Et pendant des années, les aristocrates ont fait la guerre. Ils ont emmené les peuples dans la guerre, conscription obligatoire. On part à la guerre pour gagner des bouts de terre dont on ne jouira pas. Parce que de toute façon, c'est toujours cette noblesse, qui est une vraie trahison du principe aristocratique, mais cette noblesse qui va capter les richesses. Et donc, il va y avoir à chaque fois deux catégories. Les aristocrates, les riches, les élites, comme on les appelle aujourd'hui, qui se battent pour l'honneur, qui se battent pour le territoire, et qui à chaque fois sortent l'épée. Et puis en bas, le peuple, le bon peuple qui lui souffre de cette situation-là. L'Occident a réussi à faire muter ce rapport-là, et la révolution industrielle capitaliste a réussi à faire muter ça. Il a transformé le désir, la volonté de puissance, le tumos, la mégalothymia, en désir de richesse. On fabrique petit à petit, avec un aristocrate à qui on demande de poser l'épée, un entrepreneur.
Et l'entrepreneur va lui aussi se satisfaire d'une forme de puissance, mais sa puissance ne sera plus violente. Et comme ça, on dompte. Et on fabrique de la paix. Deuxième étage, la démocratie, qui là injecte une idée d'égalité, là où avant, dans un modèle monarchique vertical, il n'y avait que inégalité, tellement criante qu'on l'avait scellé grâce à l'évangile, de manière à ce que personne ne puisse moufter. Le roi est mis là par Dieu. Il a autour de lui une cour qui sont tous plus ou moins des cousins à un degré ou à un autre, et puis c'est un ordre différent, et pas une classe politique différente, un ordre différent qui se trouve en dessous. Et donc, là, ce que dit Fukuyama, c'est la démocratie, elle, en mettant tout le monde sur le même niveau, elle ancre dans les consciences la nécessité d'un processus d'égalisation des conditions. Et donc, grâce à ça, on maîtrise le thumos. Et il raconte ça pendant 400 pages. Et au bout de ces 400 pages, il se passe un truc absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il nous explique comment on fabrique un bourgeois et comment le bourgeois va être finalement le dernier homme. C'est le titre de son livre exact. En fait, c'est La fin de l'histoire et le dernier homme. Et donc, il nous dit, voilà, ce dernier homme-là, ça sera le bourgeois déraciné. Enfin, vous, encore une fois, il a fait les soirs. Donc, c'est facile à s'imaginer. Et donc, ce bourgeois-là, ce dernier homme-là, il sera paisible. Paisible comment ? Eh ben, c'est Kojève qui donne la solution. Hein, paisible comme un chien bien nourri. Il ne va plus mordre ni le maître ni le voisin, il est satisfait, il a bien mangé, et puis ensuite il va se promener, il gambade, il batifole, voilà. Donc le projet libéral, analysé par Fukuyama, est extrêmement critique de la bourgeoisie. Ce n'est pas un néolithe, Fukuyama. C'est un penseur réaliste de la philosophie allemande qui vous dit voilà l'objectif de l'humanité, du libéralisme, du social-libéralisme, c'est de fabriquer des bourgeois, de tous faire des bourgeois, et là il n'y aura plus de guerre, une société pacifiée, et ça sera la fin de l'histoire. Mais en une phrase il dit, je suis obligé de reconnaître que l'homme va se rebeller contre cette idée. Enfin, je veux dire, qui a envie de devenir un bourgeois, un chien bien nourri? Qui a envie de ça? Et donc là, le livre se termine et il ne donne pas de solution. Et là, mon livre commence. Il commence parce que je dis à ce moment-là, ok, qu'est-ce qu'on a comme solution? La solution vient du mentor de Fukuyama, dont j'ai juste mentionné le nom, Alexandre Kojève. Donc Alexandre Kojève, c'est un mec assez incroyable qui a travaillé pour l'Europe, qui a fabriqué du capitalisme et qui était, lui, marxiste stalinien. Vous imaginez un peu le grand écart, quoi. Il a donné des cours où les plus grands intellectuels français de cette époque-là et même les écrivains ont assisté. C'était la coqueluche des années 60. Il n'a pas écrit de livres. Ces livres, c'est uniquement des notes des gens qui étaient là, qui étaient amoureux de lui. Enfin bref, c'est un gars incroyable. C'est lui qui a théorisé la fin de l'histoire. En fait, Hegel la théorise pour 1806, au moment de la bataille de Iéna, quand Napoléon entre en Prusse, et il dit, bon ben voilà, les idées de la Révolution française, remasterisées par Napoléon, sont arrivées en Prusse, c'est la fin de l'histoire. Et puis Kojève dit non, en réalité, il manquait la dimension capitaliste, en fait, ça y est, c'est calé, le dernier homme, et c'est le coup du chien bien nourri, c'est pour maintenant, c'est les années 60-70, enfin 60 plutôt, 50-60, et le problème c'est qu'en 58, il part au Japon, il tombe amoureux d'une japonaise, il part au Japon et il découvre le théâtre No, il découvre l'art de la composition florale, il découvre l'art du thé, c'est-à-dire ce qu'a été un sommet de la civilisation japonaise au XVe siècle, au moment de la Renaissance, au moment où l'Italie était en train de fabriquer aussi un modèle civilisationnel nouveau. Il découvre ça, il s'intéresse à ce Japon du XVe siècle et il reconnaît que son hypothèse du dernier homme s'effondre. Il dit non, mais en fait, cet homme-là, du Japon du XVe siècle, c'est lui qui est le plus proche
du dernier homme, la civilisation japonaise était pacifiée à ce moment-là. Les shoguns avaient rentré les épées dans les fourreaux et ils se consacraient à tout un tas d'activités que Fukuyama juge futiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fukuyama nous raconte dans son livre l'expérience esthétique de Kojève, pardon, et il nous dit dans le détail que Kojève, dans cette expérience-là, ruine l'hypothèse du dernier homme et donc l'hypothèse de la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'en quelques pages, il nous dit, je vous ai raconté toute une histoire pour vous dire que la démocratie libérale a gagné, et là maintenant je suis en train de vous dire tout l'inverse. Et c'est pour ça que je vous dis que le mec est brillant. Parce qu'il faut quand même une force intellectuelle incroyable pour arriver à assumer ça dans un même bouquin. Mais malheureusement, il est piégé, il n'a pas de solution. Et pourtant, la solution, elle s'impose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que l'homo economicus, qui est aujourd'hui dominant, se transforme petit à petit, et c'est pour ça que je fais de la philosophie politique. Je n'attends pas qu'un gouvernement, quel qu'il soit, parvienne à faire ça. La vérité, c'est que le gouvernement ne peut rien faire. C'est vous et moi, dans notre quotidien de tous les jours, qui devons faire ça et transformer la société par le bas. Mais il faut transformer l'homo economicus en homo aestheticus. C'est-à-dire faire en sorte que ce qui a été le sommet de la civilisation japonaise au XVe siècle, on puisse le retrouver dans la civilisation occidentale. Et donc là, j'ai été chercher chez les Renaissants, chez les lettrés de la Renaissance, et je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, c'est un paradigme, non pas économique, non pas libéral politique, mais un paradigme des manières, du bien vivre. J'ai été lire ce qui était le livre de chevet de Charles Quint, le livre de Baldassare Castiglione, Le courtisan. Donc le terme aujourd'hui est malvenu, courtisan c'est péjoratif, mais à cette époque-là pas du tout. En fait c'était quelqu'un qui vivait dans une cour et qui discutait. Donc il y a le début de l'échange, de la parole, de la contradiction, du beau langage, des belles manières, ça se noue à cette époque-là. Les lettrés expliquent qu'il faut éduquer le peuple et qu'il faut l'amener à connaître c'est le grand truc de la Renaissance, hein, les œuvres des anciens de l'Antiquité. Donc il y a toute la Grèce et Rome qui reviennent au bout du jour au moment de la Renaissance. Une façon de se vêtir qui prend une importance particulière. Là aussi, l'aristocrate pose l'épée et puis se met à vivre autrement et à envisager la vie autrement, ni à travers la guerre, ni à travers l'acquisition indéfinie de richesses, sachant que tous ont conscience, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme les décroissants d'aujourd'hui, hein, les verts d'extrême gauche là, qui veulent nous ramener dans les grottes. Eux, ils ont compris qu'il fallait fabriquer de la richesse, parce que sinon, nos églises, nos villes, comment pourraient-elles survivre? Donc il y a besoin de richesse. La question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la partage et dans quel but on la crée. Et donc l'intérêt de cette renaissance-là, c'est de proposer un modèle de civilisation qui soit alternatif. C'est exactement ce qu'on retrouve chez Montesquieu. Montesquieu il est très connu pour cette phrase qui est absolument abominable concernant le doux commerce, hein, qui est censé apaiser l'âme humaine et donc le thumos. En vérité, il y a une dame qui s'appelle Céline Spector, qui est une spécialiste de Montesquieu, qui a écrit un très joli ouvrage sur Montesquieu et le paradigme des manières, où elle explique qu'en réalité, derrière cette fausse vision d'un Montesquieu pré-capitaliste qui annonce les Lumières et la Révolution industrielle, en fait, il y a un Montesquieu adepte du paradigme des manières, de l'importance, encore une fois, du langage, des arts, du vêtement, etc. Montesquieu qui traverse l'Europe, qui voyage, qui s'imprègne de la beauté de ce que l'Europe est capable de produire à ce moment-là. Et puis vous avez le livre de Benedetta Graveri, qui est une historienne qui a écrit un bouquin sur l'âge de la conversation et qui explique aussi, contrairement à ce que dit Fukuyama, que ce ne sont pas les bourgeois qui, en supplantant les aristocrates, les ont contraints à poser l'épée. En réalité, c'est les aristocrates eux-mêmes qui ont posé l'épée. Il y a deux aristocraties au XVIIe siècle. Il y a celle qui tourne autour de la monarchie absolue et qui devient une espèce de noblesse courtisane qui est prête à tout pour asservir le peuple. Et il y a ceux qui, comme
la duchesse de Rambouillet, qui se tient éloignée du pouvoir. Richelieu vient la voir et lui demande des renseignements parce qu'il a besoin pour sa police. Enfin, c'est un émissaire de Richelieu qui vient la voir et qui a besoin de renseignements pour sa police. Et elle le renvoie. Et non. Ici, il se passe autre chose. Ici, on fabrique un autre art de vivre. Et cet art de vivre-là, il a été tué dans l'œuf, à la fois par le libéralisme politique des Lumières, par le capitalisme, qui a fait aux bourgeois une place en or, parce qu'il a l'accumulation de richesses et est devenu la première force motrice du pays. Et Marx a raison quand il dit que la bourgeoisie est une force révolutionnaire, c'est vrai. Et ensuite, eh bien, tout le 19e siècle social, pour ne pas dire socialiste, a fait en sorte que ce ne soit plus qu'une élite seulement bourgeoise qui capte les richesses, mais qu'on puisse l'étendre au grand peuple, et c'est comme ça que nous en sommes tous venus à penser de manière économiciste. Donc, le but du jeu, pour moi, c'est de dire aux gens, allez regarder ce qui s'est passé avant les Lumières, allez regarder ce qui s'est passé avant la révolution industrielle, retrouver l'esprit de Stefano Guazzo et de Bruni et de tous les renaissants, et voire même de Montesquieu et du grand siècle français, et travailler à rendre à la civilisation européenne son lustre, son intérêt, sa force, sa vivacité, son âme. Ça a un intérêt particulier. Donc ça, je ne vais pas entrer dans les détails, et puis je vais conclure maintenant parce que je parle déjà depuis longtemps, mais ça a un intérêt particulier, c'est que la morale est incapable de prendre en charge la volonté de puissance. En revanche, la beauté le peut. La beauté peut nous permettre de sortir du capitalisme. Alors, comment elle peut faire ça? En 2 mots. En réalité, il faut lire un petit bouquin qui a été écrit par Serrois et Lipovetsky sur l'esthétisation du monde. En fait, les deux expliquent comment le capitalisme est devenu petit à petit à la fois destructeur de la beauté du monde et hyper dépendant de la question esthétique. Destructeur de la beauté du monde, c'est pas la peine que je vous explique, vous avez bien compris. Je veux dire, vous avez qu'à regarder autour de vous. Alors, si vous sortez de Paris, c'est encore pire, c'est-à-dire que les petites villes de province ont été dévastées, il y a des ronds-points, des panneaux, enfin c'est une catastrophe. Mais par contre, comment on peut arriver à penser qu'effectivement la beauté est au centre du processus capitaliste? C'est parce qu'en vérité, vous le vivez tous au quotidien. Que vous achetiez une voiture, un canapé, voire même une brosse à chiottes, pour parler un peu trivialement, vous allez acheter uniquement un produit qui a été passé entre les mains du service marketing design, c'est-à-dire que vous avez besoin que ça soit beau. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur la question morale. Si là, je commence à discuter avec tout le monde sur des questions politiques et savoir est-ce que moralement c'est juste ou injuste, on va probablement tous être en désaccord. En revanche, sur la question de la beauté, de l'architecture ou d'un vêtement, là par contre, ou d'un tableau, on va beaucoup plus se rassembler. C'est fédérateur en fait, cette question de beauté. Elle traverse le capitalisme. Quand on achète un objet, ce qu'on vise, c'est la beauté. Et ce que expliquent les analystes de la période de la Renaissance, et notamment Alain Ponce, dans son introduction au livre de Baldassare Castiglione, c'est que la grâce qui était au centre des préoccupations des aristocrates de la Renaissance, cette grâce-là, en réalité, elle répond au thumos, au désir de reconnaissance. C'est-à-dire que ce que font ces joutes verbales, ce besoin d'exprimer de l'art, de la beauté, etc., c'était pour les hommes de la Renaissance un moyen d'être reconnus. Et là, vous voyez que ce désir de reconnaissance qu'on suit depuis le début, ce thumos et cette manière de mater la mégalotinia, eh bien, on la retrouve dans la dimension esthétique. Donc, globalement, en résumé, pour terminer, on avait une époque où c'était l'usage de la force qui était le juge de paix. Petit à petit, la dimension d'acquisition de richesse l'a remplacée. Et on l'a vu, par exemple, au niveau des relations internationales. Regardez, quand la guerre en Ukraine a commencé, qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé par imposer à Vladimir Poutine des sanctions qui étaient uniquement économiques. Parce que c'était notre façon de fonctionner. Avant d'envoyer des chars, on envoie d'abord
des verrous pour couper les canaux économiques. C'est vraiment une façon de penser. Il faut lire Luttwak là-dessus, le turbocapitalisme, il explique ça très très bien. Parfois ça ne suffit pas et donc il faut mener la guerre autrement. Je ne dis pas que l'esthétique va régler tous les problèmes. Pour moi, la volonté de puissance est immaîtrisable, ce qui veut dire qu'il faut être prêt à faire la guerre, il faut être prêt à créer de la richesse, mais il faut être prêt aussi à dépasser cette façon capitaliste d'accumuler de la richesse pour rentrer dans une dynamique esthétique. Et si on parvient à le faire au moins localement, on va remontrer au monde qu'il est possible de développer in concreto une alternative à l'impasse libérale. Je vous remercie. Pour une question-réponse, des questions courtes et pas de témoignages trop longs. Voilà. Non, mais si j'ai bien compris, en fait, vous êtes en train de me dire que l'esprit classique français, qui puise beaucoup dans le stoïcisme, a beaucoup de liens aussi avec le confucianisme qui est employé au Japon. Mais malgré ça, je ne vois pas en quoi le désir de puissance d'un individu sur un autre pourrait être canalisé uniquement dans des ajoutes oratoires. Ça paraît un peu, je ne vois pas. En fait, laissons de côté les ancrages religieux qui sont principalement moraux. Confucius, les stoïciens, on est sur de la morale. La morale, c'est pas mon sujet. Sur la volonté de puissance, il y a un certain type d'individus qui n'arrivent jamais à s'abstraire d'un rapport violent à l'autre. Donc je vous l'ai dit, je suis un des rares intellectuels français qui pense la réhabilitation de la peine de mort. C'est-à-dire que pour moi, un criminel étranger ne repart pas dans son pays. Et pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait des délinquants en 2 mots, petite parenthèse, je ne les renvoie pas en avion non plus. Je leur délivre une OQTF, comme tout le monde. La même OQTF, sauf que cette OQTF a la valeur de bannissement, comme chez les Grecs. Qu'est-ce qui se passe quand on enfreint un bannissement ? On devient un criminel. Qu'est-ce qui se passe quand on est un criminel ? On est exécuté. Donc j'ai dit, voilà, vous avez 1 mois pour partir. Si dans 1 mois vous êtes toujours là, je vous prends, je vous tue. Il n'y a pas besoin de billet d'avion, il va partir tout seul. C'est vrai. Donc je suis absolument pas un naïf. Je peux vous assurer que la volonté de puissance, je l'ai bien en face et que celui qui a besoin d'une balle dans le front, il va la prendre. Bien sûr, je suis d'accord, mais là vous parlez de la délinquance, mais la violence ordinaire du quotidien d'un individu sur un autre, qui passe par des rapports économiques ou par juste dans un dialogue de personnes qui discutent ce que nous sommes en train de faire, vous et moi. Là aussi, il peut y avoir, si on fouille un peu dans notre inconscient, peut-être qu'il y a une volonté de l'un ou deux de dominer l'autre. Mais voilà, rien que ça, par exemple, comment est-ce que vous canalisez ça ? En fait, le principe, c'est pas de savoir comment on le canalise au niveau d'un individu. La pensée politique, c'est un point qui est extrêmement important. La pensée politique ne se soucie pas de l'individu. La pensée politique se soucie uniquement de la masse. La question, c'est comment les sociétés évoluent. Et on se rend compte que nos sociétés ont évolué de manière à faire baisser le niveau de violence, et on le voit pas forcément en analysant les chiffres de la criminalité au sein d'un État, parce qu'on a du mal à voir ces chiffres-là, mais par contre ce qu'on a très très bien documenté, c'est les relations entre États. Et on se rend compte que toute l'histoire du XXe siècle, c'est-à-dire le XXe siècle, c'est le siècle où le capitalisme réellement commence à prendre place. Et bien on se rend compte que pendant toute cette période-là, les relations économiques ont supplanté les relations politiques et violentes. C'est-à-dire, cette dynamique-là était réellement une dynamique historique. Ce que je dis, moi, c'est que on peut faire évoluer encore cette dynamique-là parce que dans nos relations économiques, ce qu'on cherche tous les deux, c'est la beauté, c'est ça qu'on vise en fait. Et donc la façon dont on va se confronter, c'est en agrémentant notre appartement. Je vais vous inviter à dîner chez moi et ensuite vous allez m'inviter à dîner chez vous. On va discuter et par le dialogue, on va voir lequel de nous deux est le plus compétent, lequel a l'appartement le mieux agencé. Et si c'est moi, vous allez travailler pour me battre. Et si c'est vous, je vais travailler pour vous battre. Et à ce moment-là, notre rapport de force va évoluer.
Si on était deux débiles qui vivent dans un appartement dégueulasse et qui ne bouffent que de la saloperie en bas et qu'on a des désaccords et qu'on n'est pas capable de s'exprimer, c'est ce que les pédopsychiatres disent. En fait, les enfants qui sont dans cette situation-là, qui manquent de mots parce que leurs parents n'en ont pas suffisamment, qui n'arrivent pas à exprimer leurs désaccords, qu'est-ce qu'ils font? Paf. Paf. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est éduquer. Éduquer tout le monde, mais pas seulement les individus un par un. Éduquer vraiment les peuples. Et pour ça, il faut que l'élite fasse son job d'élite. C'est pour ça que je vous parle d'aristocratie, au sens de Aristote, platonicien, c'est-à-dire les meilleurs. Il faut qu'on refabrique une véritable élite. Mais pour ça, il faut que le modèle soit le bon. Aujourd'hui, le modèle de l'élite, c'est quoi? C'est je pars à New York ou à Pékin pour faire du pognon, pour avoir la plus grosse villa. Mais ça marche pas, ça. Ça marche pas. Allez-y. Justement, vous parliez beaucoup de... Justement, enfin, dans vos propos, j'ai remarqué que vous imbriquez beaucoup la question des relations internationales, des relations entre individus, et que vous étiez lecteur de Fukuyama, mais pourquoi vous êtes... Que pensez-vous de la théorie de la paix démocratique, c'est-à-dire que les démocraties ne font pas la guerre? Est-ce que vous y adhérez ou pas? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, les démocraties ne se font pas la guerre, c'est manifestement faux, historiquement faux. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a dans le processus démocratique, s'il était réellement bien appliqué, effectivement, un facteur pacificateur. Le principe de la démocratie, c'est le peuple gouverne. Bon, on a bien compris que c'est un tout petit peu une arnaque. C'est rare que le peuple réellement gouverne. Donc, il faut préciser, quand on parle de démocratie, comment est-ce qu'on le sollicite, comment est-ce qu'il gouverne. Les démocraties type Troisième République, où la conscription est encore obligatoire, où le peuple est avide de revanche, eh bien, finalement, les élites n'ont pas grand travail à faire pour convaincre le peuple qu'il faut partir faire la guerre. Regardez déjà les États-Unis et la crise vietnamienne. Qui fait en sorte que les États-Unis se désengagent? Le peuple. Le peuple qui dit « cette guerre-là, on n'en veut plus ». Le temps qu'il a mis à se réveiller a été divisé par 10 quand on regarde la guerre d'Irak. Donc oui, les démocraties dites d'opinion, où le gouvernement veut être réélu et donc a besoin de l'assentiment de l'opinion, ces démocraties-là sont beaucoup plus difficiles à amener vers la guerre. Il y a quelques cas où ça se complique. Je vais prendre un seul exemple, c'est celui qui nous occupe aujourd'hui de l'Ukraine et de la Russie. Alors c'est une question compliquée parce que tout le monde est et même tout le monde est en désaccord, et même ceux qui sont intellectuellement proches de moi se tapent dessus. Donc je ne veux pas créer de troubles, mais globalement, il y a sur la question ukrainienne, dès le début, et depuis en réalité 2008, vous avez entendu parler de Mersheimer, le politologue américain. Bon, il a publié un article dans The Economist là-dessus. Si vous le lisez, vous aurez à peu près ma structure de pensée. Mais en 2 mots, il y a en Ukraine un double problème pour la Russie. Premièrement, un problème de sécurité globale. C'est-à-dire que depuis 2008, les États-Unis disent l'Ukraine et la Géorgie vont rentrer dans l'OTAN. Et les gouvernements successifs russes répondent depuis cette époque-là, alors ça ne peut pas être toujours le même, répondent, c'est un casus belli. Si vous venez mettre les missiles de l'OTAN à la porte de la Russie, c'est un casus belli. Donc il y a un problème de sécurité globale. Il y a un problème de sécurité locale, donc vous n'êtes pas sans savoir que voilà, cette partie Est-là, elle fait souci. Entre 2014, les accords de Minsk II, et aujourd'hui, enfin 2022, le début de la guerre, il y a 13 000 morts dans le Donbass. À une époque où on pensait que c'était la paix, et que personne ne se souciait, même pas LCI, de ce qui se passait là-bas. Eh bien, je dis moi que Luttwak, quand il dit que les pays du centre ont réussi à faire muter leurs relations de manière politique en relations économiques et donc ont pacifié leurs relations, mais les pays de la périphérie n'y parviennent pas parce que les questions territoriales ne sont pas réglées, il résume la question. En fait, il y a une question territoriale. Dès que vous avez un problème de frontière, on va prendre les armes.
C'est inévitable. Et donc là, démocratie ou pas démocratie, il y a un problème de frontière. C'est exactement ce qui se passe en 14 en France. Pourquoi le peuple part la fleur au fusil? Parce qu'ils ont perdu l'Alsace et la Lorraine, qui sont persuadés qu'en 2 coups de cuillère à peau, ils vont tout récupérer. Et bien là, on a la même chose en Ukraine avec la Russie. Donc la démocratie, en réalité, elle n'a pas toutes les vertus, loin de là. Et puis alors, si on analysait la fin de la période de Weimar, vous verriez que les démocraties elles sont faiblardes de temps en temps, et on n'a pas le temps. Oui, vas-y. Oui, je vous suis d'autant plus volontiers que je suis historienne de l'art, et cependant, si je reprends aussi à l'époque de la Renaissance, moi je remonterai beaucoup plus haut, parce qu'en fait la volonté de pacification et de sublimation de la volonté de puissance, je la vois apparaître dans le 11e et en tout cas 2e siècle avec le fait de l'Église, etc., la courtoisie, enfin voilà, je fais vite, mais ça correspond à une période d'Occident, la France en particulier, est en ascension à tous les points de vue, en fait, une période d'expansion de l'Europe. Je vois mal, en fait, une apogée civilisationnelle dans une période où on sombre, en fait. À chaque fois dans l'histoire, ça correspond à un apogée politique, économique, etc. Je mettrais le politique en premier, d'ailleurs, mais c'est pas la situation vers laquelle va l'Europe. Je dirais même s'enfonce l'Europe. C'est d'un côté aussi qu'on sortait des croisades, tandis que là, on se demande si on n'est pas encore dedans. C'est ce que je veux dire. Donc là où vous avez raison, c'est que ce qu'on appelle la Renaissance prend ses racines assez tôt. Et d'ailleurs, en Italie, nous, on parle de Renaissance en général, on fait commencer presque à Marignan, la Renaissance, donc au début du XVIe siècle, on parle de 200, 300 en Italie, et donc ça commence bien avant. Donc oui, on trouve dans le Moyen-Âge les racines de la Renaissance, et on a tout un tas d'historiens qui expliquent bien que en réalité cette frontière elle est extrêmement mouvante. Il y en a même qui incluent la Renaissance dans le Moyen-Âge. Donc sur le principe esthétique, je vous suis complètement. Sur l'accompagnement politique et économique, là je ne vous suis absolument pas du tout, parce que politiquement c'est faux. On n'est absolument pas sur un apogée politique à ce moment-là. On est sur des crises politiques à répétition, on est sur des monarchies qui ne se trouvent pas, on est sur des guerres à répétition, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de modèle politique. Le modèle politique qui va s'imposer réellement, c'est l'absolutisme, c'est lui qui va fixer réellement politiquement quelque chose. On n'a absolument aucun écrit politique de référence autre que celui d'Aristote jusqu'à après Thomas d'Aquin. Donc, le modèle de la gouvernance reste un modèle de dispute du pouvoir politique entre familles régnantes. Sur l'économie, là par contre, on a un désaccord, mais je ne vous donne pas complètement tort. C'est-à-dire que oui, effectivement, les périodes de faste économique sont propices au développement des arts, parce qu'il faut bien financer tout ça. Et à cette époque-là, comme ça se finance par le haut, et ça reste à peu près d'ailleurs que en haut, ça se fait beaucoup plus facilement. Moi, ce que je dis, attention, c'est pas on doit revenir à ce qu'était la France du XVIIe siècle, c'est pas ça que je dis. Je dis, on a commencé à tisser un fil qu'on a coupé. Il faut reprendre le tissage. Et donc, ce que je dis, c'est pas de passer sur un paradigme esthétique va nous permettre de régler toutes les autres questions. Je dis que passer sur un paradigme esthétique est possible aujourd'hui déjà, mais c'est possible à partir du moment, encore une fois, où on comprend ce que c'est que le temps long. C'est-à-dire que même ce livre-là, je l'écris, c'est Henri Beck, un Stendhal, qui disait « j'aimerais être lu dans 80 ans ». Moi, j'aimerais que les gens, dans un siècle, lisent mon bouquin et disent « ah, mais peut-être que Sinclair, il a mis le doigt sur un truc », c'est-à-dire que j'ai absolument pas, je vous l'ai dit en introduction, l'impression qu'aujourd'hui, on va faire autre chose que disparaître. J'ai commencé par ça, je pense que Onfray a raison. On est en train de disparaître. En fait, on va disparaître d'une façon un peu particulière, à la romaine. On va être fossilisé. Il va rester les pierres, mais il n'y aura plus nous. Alors nous, évidemment, on ne sera plus là, hein, mais il n'y aura plus nous, l'Occident. On va disparaître de cette manière-là. La question, c'est
Chantal Delsol est beaucoup plus optimiste que moi, mais en même temps beaucoup plus résignée. C'est-à-dire qu'elle dit oui, mais ça c'est pas très grave parce qu'il va renaître quelque chose. Et quelque part, elle n'a pas tort. Qu'est-ce qu'on veut là dire? Allez, mettons qu'on prenne les armes pour sauver ce qu'on adore. Vous voulez sauver quoi? La GPA? Le wokisme, le capitalisme de Bernard Arnault, c'est ça qu'on va sauver. Est-ce qu'il faut? Mais Notre-Dame, peut-être que Notre-Dame, elle va survivre malgré tout le monde parce que. Ah oui, ça devient des mosquées. Parce que là, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être ça deviendra une mosquée, mais peut-être que ça sera le moyen d'en préserver la spiritualité. Parce que peut-être que nous ne sommes plus capables, nous, bourgeois matérialistes, encore une fois, je ne dis pas nous rassemblés dans cette salle, je dis nous, peuple occidentaux, peut-être que nous ne sommes plus capables d'insuffler massivement suffisamment de spiritualité pour que Notre-Dame ait un autre sens que celui de la pierre. Donc, il est possible que nous passions par des temps très très durs et que ce que je raconte là ne soit absolument pas à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est très possible. Mais en même temps, c'est toujours dans les moments les plus noirs qu'on commence à tisser le fil qui servira à façonner l'habit qu'on portera au moment où le soleil brillera à nouveau. Donc je dis, il ne faut pas attendre. Monsieur, j'ai une question. Comment vous interprétez esthétiquement, au XIXe siècle, le fait que la bourgeoisie ait de nouveau voulu faire un sursaut esthétique par du néo-renaissance, du néo-gothique, parce qu'il y a quand même eu une résurgence quelque part, si courte elle a été, et comment vous l'interprétez? Alors les bourgeois, ce sont nos frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces frères ennemis, on les déteste, mais en même temps, sont nos frères. Et donc, en tant que chrétien, ce que je vous disais tout à l'heure pour la gauche médiatique, que je connais bien, et que je dis, il nous faut les aimer. Ces bourgeois du 19e siècle, ils sont à la base de notre civilisation contemporaine. À la fois, ils ont contribué à la destruction qu'on a connue, mais en même temps, ils ont contribué à la démocratisation des ferments que portait esthétique, mais autres aussi, que portait l'aristocratie. Tiens, c'est Tocqueville qui explique ça dans l'Ancien Régime et la Révolution extrêmement bien. Il suit la piste de l'aristocratie et il nous dit, à partir du XIIIe siècle, elle s'est reniée. Et globalement, l'apparition du monde démocratique et donc de la bourgeoisie s'est fabriquée sur une forme de consanguinité, c'est-à-dire qu'il y a eu des mariages, il y a eu des copiages, on a voulu faire comme l'aristocrate, et comme il y avait beaucoup plus de gens concernés, et ben, il a fallu démocratiser les us et coutumes. Je vais prendre un exemple tout bête, mais les couverts de table, Christophe, là, avec son argent, ses couverts en argent, qui ne sont pas de l'argent massif. Ça s'est fabriqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait une demande qui était extrêmement importante et qu'il fallait satisfaire à cette demande. Donc, le bourgeois a eu une utilité, il a permis quelque chose, mais en même temps qu'il l'a permis, il l'a trahi. Alors j'allais dire, les aristocrates n'ont pas attendu les bourgeois pour trahir ce qui était leur principe, mais on ne peut pas ignorer ce qu'a été cette mécanique bourgeoise, parce qu'aujourd'hui on en est tous plus ou moins imprégnés. C'est pour ça que je dis ce sont nos frères, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a en nous un peu de tout le monde. Et donc quand on critique, il faut être modeste. Savoir que c'est toujours nous-mêmes, finalement, qu'on critique un peu. On est un peu tout ça et on a un peu bénéficié de toute cette histoire. Oui. Alors, le monsieur qui est oui, bonsoir. Si j'ai bien compris, vous pensez comme Dostoïevski que la beauté est... C'était le premier titre de mon livre qui m'a été refusé par l'éditeur. Oui, une intersubjectivité du beau, comme le voit Kant, que ça peut passer aussi par les mathématiques avec le nombre d'or. 1 plus racine de 5 sur 2. Les mathématiciens, on pense qu'on peut voir une beauté tous ensemble et que c'est ça qui peut nous sauver. Et donc vous pensez qu'on est à l'aube d'une renaissance et qu'on sort de la modernité et qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau qui va se créer, qu'il y a des solutions, que ça passe par l'incarnation. C'est ça que vous voyez ou pas? Alors, sur l'histoire de l'esthétique et sur l'évolution de la conception
pour parler de façon simple, de la conception que les hommes se font de ce qui est beau, c'est pas mon sujet. C'est-à-dire que ce que je dis moi, c'est globalement, on a arrêté de discuter des critères du beau au moment de la naissance de la philosophie allemande, c'est-à-dire que c'est là que je ne veux pas vous embarquer trop loin dans une histoire de l'esthétique, de la philosophie de la beauté, mais globalement, on pensait, à l'époque justement des raisonnements sur le nombre d'or, etc., on pensait dans l'Antiquité jusqu'à assez tard qu'il y avait des critères objectifs du beau. Et puis petit à petit, à partir de Kant, ça s'est modifié parce que Kant est un philosophe qui dit l'objectivité en tant que telle n'existe pas. En fait, c'est une intersubjectivité. C'est-à-dire que globalement, on est tous d'accord pour penser le même truc. Et on est d'accord indépendamment de nous, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui nous traversent. Notre pensée est fabriquée à tous sur le même modèle. Et voilà. Et donc c'est ce qui fait que on arrive à se mettre d'accord. Il y a des schémas communs, on arrive à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, mais Kant a été dépassé assez rapidement, et le 19e siècle est assez incroyable dans l'évolution esthétique, et on a déconstruit, pour parler comme Derrida, on a déconstruit absolument tout, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de fixer un critère du beau. Et c'est comme ça qu'Anne Hidalgo, porte de Clignancourt, va dépenser 650 000 balles pour nous planter le cœur de Paris, qui est un truc affreux de la vie de tous. Et là, globalement, si vous allez jeter un œil, moi j'aimerais qu'on m'écrive un petit email, frédéric.sinclair@gmail.com. On m'envoie un petit email et quelqu'un qui me dit s'il trouve ce truc-là beau. Moi, je veux savoir ça. Moi, s'il y en a un là qui trouve le cœur de Paris beau, moi, je veux qu'il m'écrive et qu'il m'explique. Que l'argent qui a été dépensé. 650 000 euros. Il y a un monsieur au fond, monsieur Pierre, et monsieur. C'est une merde. Allez-y. Merci encore pour votre intervention. Je pense que vous connaissez certainement la formule de Pascal qui dit nous ne pouvons faire que le bon soit fort, on a fait que le fort soit bon. On remplacerait le bon ici par beau. Ne pensez-vous pas justement qu'il y a toujours eu en fait dans les élites fortes qui, elles, étaient réellement l'élite, que ce soit une force économique et politique, et donc armée, les deux étant souvent liés avec tous les prédominances, nous pouvons faire justement que ce qui était simplement beau, les artistes soient également forts, c'est simplement en fait les forts qui ont toujours plébiscité le beau, ne serait-ce que même aujourd'hui dans les vernissages, on le voit bien. Est-ce que selon vous, cette tendance devrait quelque part s'inverser, faire en sorte que le beau devienne finalement ce qui est majoritaire, malgré le fait qu'on pourrait dire que simplement c'est une histoire de caractère, que la population est plus artiste que d'autres, et le reste c'est simplement la force. Est-ce que vous voulez un renversement des choses, ou est-ce que vous considérez que c'est possible, ou simplement en fait, les choses vont rester comme elles sont, c'est-à-dire que les forts cherchons un petit peu de beau, mais s'ils ne sont pas forts, ils ne sont pas. Je dis que ce que vous appelez le renversement, en réalité, je dis qu'il est déjà opéré par le capitalisme. C'est le livre que je vous citais tout à l'heure de Lipovetsky et Serrois. Je dis qu'en réalité, la masse du peuple cherche le beau. Dans tout ce qu'elle achète, elle vise le beau. Et si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas tant de contrefaçons et de copies mal faites à 3 € de Vuitton et de Hermès. Parce que tout le monde veut quelque chose qui ressemble à ça. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est qui dicte les critères du beau. On en revient à la question de votre voisin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un gros bazar, et c'est ce qui fait que quand on regarde les photos ou les images de l'INA et la façon dont étaient vêtus les Parisiens dans les années 30, et puis qu'on regarde aujourd'hui dans la rue la dégaine des gens qui se promènent, on se dit mais quand même on a régressé un petit peu. Donc ce que je dis, c'est que cette recherche du beau, en réalité, elle traverse chacun. On a effectivement un problème de critères, et qu'en réalité, c'est déjà là. En revanche, je dis, on n'a pas réussi à changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on reste
focalisé sur une vision exclusivement économique des choses. C'est-à-dire que le projet collectif qu'on a est un projet bien. Allez, on va reprendre un exemple très très simple. Zemmour-Le Pen pendant la campagne. Zemmour débarque en disant « Je vais imposer mon sujet, c'est la civilisation et grâce à ça, je vais gagner ». Le Pen débarque et dit « Non, en fait, la question, c'est celle du pouvoir d'achat. Qui l'emporte ?» Voilà, fin de l'histoire. Donc, globalement, d'abord fort puis bon. je dis que si Le Pen l'emporte avec la question du pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, ça a un sens bien précis. Hein. Le pouvoir d'achat, ça veut dire je vais devenir un bourgeois. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est pas aider ceux qui n'ont rien. Hein. C'est pas la question de la subsistance. La question du pouvoir d'achat, c'est comment je deviens un consommateur. Comment je deviens un consommateur. Un consommateur, je vais rendre du pouvoir d'achat. Les 100 balles, 150 balles de pouvoir d'achat, vous faites quoi avec ça à la fin du mois, à part acheter la cochonnerie chinoise à 3 €? Vous faites rien. Donc je dis fondamentalement, si vous continuez d'acheter des trucs comme ça, une lampe de chevet à 15 balles, chaque année, vous allez en avoir marre de cette lampe dégueulasse, mal construite, qui fonctionne une fois sur deux. Vous allez la changer et chaque année, vous allez faire... Eh bien, au lieu de faire ça, vous allez dans une brocante, comment ça s'appelle non, je pensais même au-delà. Vous investissez un tout petit peu dans de l'antiquité et vous achetez à 150 € ou 200 € une lampe qui date de l'époque de Napoléon III. Et je vous jure que cette lampe de chevet, vous ne la touchez plus. Parce que vous allez voir l'émail, parce que vous allez voir la peinture, parce que ça a été peint à la main, parce que vous avez de l'étain à la base, parce que vous avez un sertissage qui est absolument impeccable, parce que l'antiquaire qui va vous la vendre aura été chercher un vrai tissu dans des grandes maisons qui fabriquent des tissus pour un prix modique et vous aura fait un abat-jour absolument impeccable. Faites-le. Et je peux vous assurer que cette lampe, vous ne la changez plus. Et donc vous sortez de facto du modèle capitaliste. Mais la vérité, c'est que vous vous rendez compte que c'est des millions de personnes à convaincre et à faire changer de modèle. C'est un siècle qu'il faut. La Révolution française, elle s'est faite... Le beau est vecteur de puissance. Il ne la provoque pas. Mais ce qui était facile pendant la Révolution française, c'est que c'était une minorité qui tenait un pouvoir politique. Donc la majorité peut se mobiliser et les renverser. Aujourd'hui, le système capitaliste, il ne tient pas par Bernard Arnault et ses copains. Il tient par la totalité de l'humanité. C'est pour ça que les migrations du Sud, elles sont si fortes. Ils ne viennent pas parce qu'il y a la guerre, on le sait bien. Ils viennent parce qu'ils veulent réussir leur vie, qu'ils adhèrent au système capitaliste et qu'ils veulent en croquer, eux aussi, de la pomme, quand bien même elle sera empoisonnée. Ils veulent en croquer. Et donc je dis qu'aujourd'hui, c'est des millions et des millions de personnes qu'il faut convaincre. Et que ces gens-là, vous ne pouvez pas les renverser par la force comme on l'a fait pendant la Révolution française. Donc le seul moyen d'en sortir, c'est de les éduquer. Monsieur, oui, bonjour monsieur, est-ce que vous ne pensez pas que les enjeux et les contraintes écologiques, donc notamment les contraintes minières, fossiles, mais aussi la question climatique, ne vont pas imposer le passage de l'homo economicus à l'homo aestheticus? Déjà parce qu'on va se rendre compte que la croissance infinie n'existe pas et qu'on est obligé de changer notre rapport à la richesse, mais aussi que du coup on devra passer d'une volonté de puissance de captation des ressources à une volonté de puissance esthétique. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que les Verts ne vont pas nous mener dans ce sens-là, mais je pense que la population y va. C'est-à-dire que, autant je pense que nos élites politiques n'ont aucun bon sens, et en plus ont actuellement malheureusement assez peu d'intelligence, je le regrette, hein. Et quand je dis ça, je dis nos élites politiques en règle générale. Il y a bien évidemment, j'en connais, des gens absolument brillants. Absolument brillants. Deux choses. Le fait d'être très intelligent n'a pas pour conséquence que vous ayez de l'intelligence politique. Notre président en est un exemple. On ne peut pas lui faire le procès de ne pas être intelligent. Il a lu, il est cultivé, il a fait des études, même s'il n'a pas fait des études aussi brillantes qu'il aurait voulu. Mais il a quand même un QI qui est supérieur à la moyenne. Il n'a aucune intelligence politique. Rien, zéro, nada. Et donc, c'est un vrai problème. La deuxième chose, c'est que quand on exclut après la question des élites politiques et qu'on se pose la question de la population en matière d'écologie, on a bien évidemment
l'obligation de constater qu'il y a une prise de conscience générale. Sinon, on n'aurait pas élu des maires écolos qui sont bons en rien à Bordeaux comme à Saint-Étienne et à Lyon. Donc, s'il y a cette prise de conscience-là, je pense que la population est inquiète. Par contre, le pas jusqu'à la question esthétique est trop grand, et là je ne le suis pas. En réalité, ce que ça fait, c'est que ça pousse la personne à changer ses comportements. Mais il y a quelque chose de pervers. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut tous devenir extrêmement vertueux individuellement, on ne va pas sauver la planète. On ne va pas la sauver, on sait très bien. C'est le coup d'une nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Enfin, je veux dire, comment vous pouvez croire que la pollution générée internationalement va être réglée simplement parce que vous arrêterez de prendre l'avion et vous ferez... C'est quoi cette blague? Donc, le problème des penseurs de la décroissance, parce que j'en ai été, je me suis beaucoup intéressé à ces questions-là à une époque où je faisais de l'économie politique. Le problème des penseurs de la décroissance, c'est qu'ils ont un intérêt très grand pour la nature. Alors ils ont vu effectivement la faiblesse du modèle économique et surtout du principe de croissance, ce qui est très bien. Mais par contre, ce sont des penseurs à peu près exclusifs de la nature. C'est le même reproche que je pourrais faire aux écolos. Ils nous emmènent vers un monde de crasseux, en fait. Parce que c'est un peu vrai. C'est-à-dire, quand vous voyez, comment ça s'appelait, Notre-Dame-des-Landes, c'est ça, les abysses. Sans les connaître, qui c'est qui vit comme ça. Donc, mon principe civilisationnel a besoin de la nature. Il n'y a pas de culture sans nature. Par contre, eux, ils peuvent faire de la nature verte comme ils aiment sans la civilisation. Ça ne les dérange pas. Et idéologiquement, même, ils veulent la détruire parce que c'est à peu près tous des anarchistes et donc des antichrétiens. Donc moi, j'ai un vrai problème avec ces théories-là. Donc sur le principe économique, je vous dis oui. Sur le principe politique, je vous dis non, pas forcément. Et ensuite, le passage à l'homo esthéticus, il ne marche pas parce que comme il leur manque la civilisation, la dimension esthétique, je peux vous dire, venez dans mon coin et regardez comment ils coupent les arbres. C'est terrifiant, quoi. Donc non. Moi, je ne pensais pas à l'écologie politique, hein. Je pensais plus aux dynamiques des masses. Oui, là je suis d'accord avec vous. Oui, ça va être un facteur contrainte important, c'est-à-dire ça va pousser les gens à changer leur comportement. Bonsoir. Alors, une question qui est un peu différente de celles qui ont été posées. Qu'est-ce que vous pensez du moment La Fronde, ce moment où, en fait, l'aristocratie s'est rebellée contre le pouvoir royal, a perdu ce duel contre le pouvoir royal, et la conséquence, ça a été une monarchie de plus en plus absolue, même si c'était un pouvoir imparfaitement absolu. Et finalement, l'alliance entre la royauté et l'aristocratie s'est brisée. L'aristocratie a été domestiquée finalement en bourgeoisie, mais sans le côté entrepreneurial de la bourgeoisie, du parti de la bourgeoisie. Et au final, à la Révolution française, que l'aristocratie a lâché le roi dans son ensemble et qu'il n'y a que la toute petite noblesse d'ailleurs, qui d'ailleurs très tardivement, après l'exécution de Louis XVI, a joué un rôle politique pour des raisons un peu spécifiques, du reste en Vendée, etc. Mais au fond, au moment de la Fronde, la royauté a cessé d'être en quelque sorte le couronnement de l'aristocratie pour devenir en quelque sorte une royauté finalement arbitrant en fait plus en bourgeoisie finalement qu'aristocratique. Parce que fondamentalement, à partir du moment où la monarchie est absolue, eh bien l'aristocratie n'est plus la roue de secours de la monarchie, elle devient finalement l'ennemi de la monarchie. Et c'est pour ça qu'elle a été complètement domestiquée par Louis XIV, qui au fond s'est appuyé avant tout sur des bourgeois, avant que la bourgeoisie liquide la royauté. Alors voilà, j'étais un petit peu long, mais voilà. Je comprends bien votre question. Est-ce que pour vous c'est important ou non ce moment, la Fronde? Alors, encore une fois, on pourra en parler de la Fronde, on pourra en parler une heure. Donc pour que tout le monde situe bien, hein, la Fronde c'est le moment, c'est la fin ça commence. C'est l'histoire du cardinal de Retz, pour ses mémoires. Donc ça commence à la fin du règne de Louis XIII.
il meurt, un petit peu de régence, Louis XIV est trop jeune, puis finalement il prend le pouvoir, et au moment où il prend le pouvoir, il serre définitivement les boulons, et c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de Condé, c'est la fin de Ré, c'est la fin de etc. Bref. Donc, c'est l'histoire d'un coup d'État raté, la Fronde. Pour vous répondre en 2 secondes, je pourrais vous dire Richelieu et Mazarin ont été plus intelligents que le cardinal de Ré. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est ça le problème. Ensuite, je pourrais vous dire aussi que pour un coup d'État réussi, il faut des cerveaux qui s'accordent. Lénine et Trotsky prennent le pouvoir sans tirer un coup de feu. Lénine pense la révolution, Trotsky pense l'insurrection. Il faut lire Malaparte, entre autres. Il a dit beaucoup de bêtises, mais il explique assez bien. On peut lire aussi Trotsky, l'histoire de la Révolution, c'est très instructif, mais je veux dire, c'est par le génie de Trotsky que la Révolution d'octobre parvient à ses fins. Ré n'a pas, Condé n'a pas, ils sont quelques-uns à ne pas avoir ni cette capacité à travailler ensemble. Alors, on connaît les oppositions entre Condé et Ré, enfin ils ont mis vachement de temps à s'entendre, à se réconcilier. On connaît aussi les tractations, le nombre de discussions avortées pour arriver à prendre le pouvoir, à chaque fois, d'abord par Richelieu, mais surtout par Mazarin, qui était un esprit pervers, retors, mais très brillant. Il faut lire Berthier à ce niveau-là. Et ben, comment finalement tout le monde a été remisé. Et Louis XIV en a été profondément affecté, parce qu'on sait combien ce qui se passe dans nos jeunes années nous conditionne intellectuellement, et je pense que c'est ça qui l'a conduit, avec l'appui ensuite des Bossuet et compagnie, qui théorisent théologiquement la monarchie absolue et sa possibilité, mais c'est ça qui le conduit à régner. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites qu'il a domestiqué l'aristocratie. Non, c'est faux. En réalité, je vous expliquais tout à l'heure que déjà sous Richelieu, il y a une fracture de cette aristocratie. Ce qu'il a domestiqué, c'est la noblesse dont parle Tocqueville. C'est-à-dire, en fait, il y a une partie qui a été rassemblée autour de Versailles, qui devient une assemblée de courtisans. Celle-là, elle est domestiquée. Celle-là, elle va fuir assez loin en Europe. Et puis, jusqu'à assez tard, c'est elle qui va chercher, au moment de la fuite à Varennes, à revenir et reprendre le pouvoir. Mais il y a une petite noblesse et il y a Chateaubriand, je veux dire, il y a une noblesse qui s'insurge contre ce que c'était que l'ancien régime. Il y a des nobles, parce qu'on pense toujours la Révolution française comme étant en fait une révolution contre la noblesse, mais la vérité c'est que la Révolution française c'est contre l'Église. C'est contre l'Église. C'est le christianisme qui pose problème aux penseurs. Lisez l'histoire des gauches de Jacques Julliard. Il consacre le premier chapitre à la gauche libérale. Et cette gauche libérale, c'est celle qu'on aime, c'est celle qu'on nous apprend à l'école, c'est les Voltaire et compagnie. Je veux dire, qui est-ce qui tacle? Ils taclent l'Église. Je veux dire, c'est l'Église qui leur pose problème. Et donc, fondamentalement, qu'est-ce qui se passe pendant... Effectivement, on guillotine le roi, effectivement, ils exercent. Mais l'Église a été pillée, ravagée pendant toute cette période-là. Et ils ont cru quoi? Ils ont cru qu'on pouvait fabriquer une société pacifiée sans un Dieu. Alors que même Rousseau, dans son contrat social, nous explique que c'est impossible. Donc, on peut penser la Révolution française, on peut penser la Fronde, des choses comme ça, simplement en faisant intervenir une question purement politique sur un modèle monarchique et puis une aristocratie. Mais la vérité, c'est que si vous ne faites pas intervenir la dimension théologique, il vous manque une pièce. Il manque la pièce théologique et ça, c'est clé. Oui, il y a le niveau sociologique, le bas clergé, qui était, me semble-t-il, clairement du côté de la Révolution, le doublement du tiers, etc. Ça, c'est le niveau sociologique. Mais effectivement, au plan théologique, Robespierre avait bien vu le problème quand il a essayé, de manière très artificielle, de créer sa fête de l'être suprême qui faisait beaucoup ricaner, au comité de salut public. Mais en même temps, il avait compris qu'il fallait un principe spirituel. Exactement.
Exactement. Merci de votre réponse. Avec plaisir. Moi, j'ai quelque chose de très, très prosaïque. Je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que vous faites comme postulat de départ que tout le monde est en bourgeoisie et un bon bourgeois repu? Parce que c'est pas du tout. C'est pas mon postulat de départ. Économique et sociale, le sens esthétique, il se perd. C'est pas le postulat de départ. En réalité, c'est l'objectif d'arrivée du libéralisme qui est non assumé. C'est-à-dire que le libéralisme, dans sa dimension politique et économique, prétend créer une société pacifiée en disant la démocratie va apaiser nos relations politiques et le capitalisme va apaiser les antagonismes économiques. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'une société, c'est une société d'hommes. Quels seront ces hommes qui auront validé ce postulat-là? Dire, cette société pacifiée, à quoi ressembleront les hommes dans cette société pacifiée? Eh bien, Fukuyama creuse, c'est pas moi qui le fais, c'est Fukuyama qui creuse la piste et qui dit, eh bien, pour qu'une telle société voie le jour, il faut que les hommes qui la composent ressemblent à des chiens bien brûlés. Et là, je dis, bien évidemment que tout le monde va se rebeller. Aujourd'hui, on se rebelle contre notre situation sociale dégradée, on se rebelle contre notre situation politique dégradée, où on nous balance du 49.3 à tire-larigot, mais on aspire à quoi en réalité? On aspire à une société démocratique, on aspire à une société capitaliste pacifiée, libérale, où tout le monde a de la richesse et tout le monde est heureux. Je vous dis, cette société-là fera de nous des chiens bien nourris. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Je vous dis, enfin Fukuyama dit, non, en fait vous allez vous rebeller tous contre ça. Donc c'est pas la peine de continuer de suivre cette piste, c'est-à-dire de rechercher à recréer les conditions des 30 Glorieuses. C'est pas la peine de faire ça. Ça ne marchera pas. On n'arrivera jamais à apaiser les relations entre les hommes. Si vous voulez réellement créer une société pacifiée, il faut changer le paradigme. Il faut passer à autre chose. Si vous voulez créer de l'accumulation individuelle de richesses, vous n'enlèverez jamais celui qui en a moins d'en vouloir à celui qui en a plus. Vous allez continuer de dévaster la planète. Les ressources sont limitées, c'est la question de la croissance de tout à l'heure, et vous allez continuer de fracturer la civilisation, parce qu'au lieu de chercher le beau, au lieu de chercher le grand, le noble, vous cherchez simplement le moins cher, le plus accessible économiquement. Bonsoir, merci de votre brillant exposé didactique de votre pensée, digne d'un grand intellectuel, donc je vous en déplaise. Alors ma question, en fait, monsieur l'a déjà anticipé en priorité, comment l'Occident peut-il porter la suggestion que vous mettez en équilibre, alors qu'il n'a jamais été contesté plus que jamais auparavant par les civilisations, et à juste titre d'ailleurs, lesquelles autres civilisations, justement, nous conserveraient comme un vide ramassé de clébards repus et replés? Merci pour cette question. Donc, nous sommes effectivement méprisés, à la fois par le continent africain, avec toute la sympathie, alors, je suis une petite parenthèse. Moi, j'ai plus d'amis en Afrique qu'en France. Donc, je dis ça parce que quand je rentre dans ces questions-là sur l'islam, sur l'Afrique, on suppose toujours qu'il y a dans ma pensée une espèce de racisme non assumé, que j'essaye de trouver des moyens de dire aux uns et aux autres, oui, non, mais je suis pas raciste quand même, je critique. Donc, pas ici. Non, je ne suis pas. Mon cousin américain est noir, mes petits cousins aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, je me fous complètement de la couleur des gens. C'est absolument pas mon sujet. Même chose pour l'islam. J'ai eu des problèmes familiaux que je raconterai pas quand j'étais jeune. C'est des amis musulmans qui m'ont sorti de la merde. Donc, j'ai pas de problème ni avec l'islam ni avec ces trucs-là. J'ai une réflexion qui est politique et civilisationnelle. Il y a un bloc civilisationnel africain avec tout un tas de disparités, un bloc civilisationnel occidental, donc ma pensée émane de celle de Huntington globalement, un bloc civilisationnel très différent, c'est-à-dire je pense qu'on n'a rien à voir avec les États-Unis par exemple, et qu'on est probablement plus près, comme le dit Huntington, de certains pays d'Afrique et du Maghreb que des Américains. Il y a une civilisation asiatique, et donc
on va disparaître. Oui, et ces gens-là, qui sont en train, les BRICS, qui sont en train de prendre le pouvoir, nous voient comme une assemblée de clébards, comme vous dites, bien repus, qui n'ont plus suffisamment de force intérieure, de volonté de puissance pour se rebiffer et faire la guerre. Quand vous dites que les Africains nous méprisent, je pense qu'on peut le considérer par le prisme suivant, la façon dont nous traitons nos anciens. Impensable pour un Africain ou un musulman de fourguer nos anciens dans les EHPAD. Impensable. Par exemple. Mais en fait, ça s'étend à tout un tas d'aspects de notre vie sociale qu'ils refusent. Et en revanche, la captation des capitaux, elle, est intéressante. Huntington, encore une fois, interviewe un Saoudien dans son bouquin sur le choc des civilisations. Et le Saoudien dit, nous voulons nous moderniser, mais pas nous occidentaliser. Donc la question est absolument claire. Il y a un choc des civilisations qui est à l'œuvre. Ce choc est exogène. On prend des coups de la part des civilisations qui nous entourent. Ma thèse, c'est que ce choc exogène n'est possible que parce qu'il y a un premier choc des civilisations endogènes qui est issu de l'intérieur de notre civilisation. Ce choc, c'est le choc des Lumières, choc politique qui se voit dans la Révolution française, choc économique qui se voit dans la Révolution industrielle. Le libéralisme nous a dépouillés de tous nos attributs, la souveraineté, mais pas seulement. Et donc, parce qu'on est devenus des gens faibles, effectivement, le deuxième choc est devenu possible. La question, c'est comment ce que je raconte là peut permettre de nous fortifier, c'est-à-dire comment on peut ne pas se faire capter. Bon, si vous partez du principe que les États-Unis et la Chine, par exemple, ne sont jamais encore tombés dans le piège de Thucydide, peut-être que ça va arriver à cause de Taïwan, mais Graham Allison, pour l'instant, se trompe. Ils n'ont jamais fait la guerre. Ils ne sont jamais venus. Pourquoi? Parce que leurs intérêts économiques sont trop grands. Ça prévient la guerre, et parce que la Chine n'est pas un pays historiquement impérialiste qui va s'étendre à l'extérieur, contrairement aux États-Unis. Donc, ce que je dis, c'est que, en réalité, quand vous êtes dans une économie pré-capitaliste, vous avez intérêt à faire la guerre parce que prendre du territoire, c'est prendre de la ressource en hommes et en terres cultivables. Prendre du territoire, devenir un empire, c'est intéressant. Mais quand vous êtes dans une exactement, quand vous êtes dans une économie capitaliste, ça perd son sens. En réalité, capter du territoire, ça n'a plus le même intérêt. Ça peut avoir un intérêt stratégique, comme dans le cas de l'Ukraine, parce qu'il y a un problème de sécurité. Mais vous n'allez pas vous dire, il faudrait qu'on prenne la Suisse, parce que comme ça, on va capter ses richesses. Mais bien sûr que non. La réalité, c'est que la pensée économique née de la révolution libérale nous a fait dire que c'est en commerçant qu'on allait accroître nos richesses. C'est en augmentant notre productivité qu'on allait accroître nos richesses. Et donc, on a complètement changé de paradigme. Eh bien, je dis que pour se protéger de la Chine, principalement, parce que la mécanique islamique et africaine est un tout petit peu différente, mais pour se protéger de la Chine qui va nous bouffer de toute façon, un jour ou l'autre, le seul moyen, c'est qu'elle n'ait plus d'intérêt à nous bouffer. Quand vous êtes une économie capitaliste performante, elle a intérêt à venir vous prendre, parce que ça va lui bénéficier. Mais quand vous êtes une assemblée de gens comme là, qui discutaient et qui ne vous souciez que du beau et de l'élégance, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre? La vérité, c'est que le paradigme esthétique, il nous prémunit des logiques de domination capitaliste. De la même façon que le paradigme capitaliste nous a prémunis des logiques d'opposition et de guerre pré-capitalistes et aristocratiques. La vérité, c'est que chaque fois que vous changez de paradigme, ça vous protège de ceux qui sont encore en train de penser de l'ancienne façon. Ça ne vous dispense pas de créer de la richesse, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne vous dispense pas non plus de vous protéger stratégiquement, ce qui veut dire qu'il est hors de question, comme le pensait Emmanuel Macron, petite parenthèse, qu'on pouvait se libérer de notre arme nucléaire parce que ça coûtait trop cher et qu'en n'ayant plus de protection nucléaire, c'est quand même Attali qui l'a remis à sa place à cette époque-là. Voilà, c'était quelques années avant qu'il soit président. Donc, bien évidemment, on ne renonce à rien, mais on fait évoluer le paradigme de manière à réfléchir à la façon de s'abstraire
contraire des logiques prédatrices des pays qui pensent encore de manière capitaliste. S'il n'y a plus d'entreprises à venir racheter en France, parce que il faut que je vous lise la phrase de Keynes en fait. Keynes écrit un texte en 1932. L'année 32 est une année vraiment une année clé dans l'histoire de l'Europe, mais j'ai absolument pas le temps d'en parler. Mais Keynes dit le capitalisme international est cependant individualiste, aujourd'hui en décadence, 32 ans. Aujourd'hui en décadence, aux mains duquel nous nous sommes trouvés après la guerre, Première Guerre mondiale, n'est pas une réussite. Il est dénué d'intelligence, de beauté, de justice, de vertu, et il ne tient pas ses promesses. En bref, il nous déplaît, et nous commençons à le mépriser. Donc Keynes parle du capitalisme avec une verve absolument incroyable. Il dit: si j'en avais le pouvoir aujourd'hui, je ferais sûrement en sorte de doter nos capitales de tous les bienfaits de l'art et de la civilisation, jusqu'au plus haut degré d'excellence que les citoyens de chacune d'elles puissent individuellement atteindre. Convaincu que ce que je pourrais ainsi créer, j'en aurais les moyens, et certain que l'argent ainsi dépensé non seulement serait plus utile que n'importe quelle allocation de chômage, mais rendrait ces allocations inutiles. Parce qu'avec tout ce que nous avons dépensé en Angleterre depuis la guerre pour indemniser le chômage, nous aurions pu faire de nos villes les plus belles réalisations du monde. Bon, je ne peux pas mieux dire en moins de mots. Je veux dire, il écrit ça en 1932, ça s'appelle de l'autosuffisance nationale. J'ai écrit un petit texte dans la revue du MOS en 2014 qui s'appelle Keynes post-capitaliste, où j'explique pourquoi le post-capitalisme est l'avenir de la pensée économique et que Keynes en est l'auteur parce qu'il est là, en réalité, le ferment de la pensée civilisationnelle. Il vous l'explique en quelques mots. Probablement, à mon avis, l'économiste le plus brillant que nous ayons jamais eu. On l'a gardé en tête uniquement avec son histoire de l'État-providence, mais il est là, le génie de Keynes, en réalité. Ce qu'il dit, c'est de l'autosuffisance nationale. À partir du moment où votre finance, il en parle, est renationalisée, à partir du moment où toutes vos entreprises sont renationalisées, on parle de protectionnisme. C'est pas vrai, il s'en explique au début du texte. Le protectionnisme, c'est quand vous ne voulez pas importer et que vous prétendez exporter. Là, vous faites du protectionnisme. Quand vous voulez doper vos entreprises pour ensuite qu'elles puissent aller à l'international. Lui, ce qu'il dit, c'est il y a certaines choses qui sont internationalisées, on ne pourra pas changer. Les grandes entreprises, téléphone portable, je ne sais pas quoi, voiture, mettons, on ne peut pas. Mais par contre, il y a un certain nombre de choses qu'on peut renationaliser et qu'on doit renationaliser. Ça veut dire quoi renationaliser? Ça ne veut pas simplement dire faire de l'emploi en France, ça veut dire ramener les entreprises chez nous pour que le périmètre reste chez nous. C'est ça l'autosuffisance. Je ne comprends même pas qu'on fasse une importation de produits agricoles étrangers, alors qu'on a été pendant des siècles le deuxième exportateur, des fois le premier, de produits agroalimentaires, c'est-à-dire qu'on avait un savoir-faire et une agriculture absolument incroyable. Qu'est-ce qui est important? 1, le logement. 2, la nourriture. À partir du moment où vous avez un toit et de quoi manger, vous avez déjà gagné les 2/3 de ce qu'il vous faut pour vivre. Ça veut dire que normalement, moi, président de la République, pour parler comme François Hollande, moi, président de la République, il n'y a plus un non-français qui achète un appartement en France. Il vient à l'hôtel. Mais les appartements ne sont achetés que par des Français. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, dans le coin où j'habite, il y a des hôtels particuliers à 4 millions. Alors moi, je vis dans un petit 3 pièces, je vous rassure. Mais l'hôtel à 4 millions, il est acheté par qui? Par un Français? Non. Par un Russe? Par un Saoudien? Ou par un Américain? Là, j'ai un ami qui vient de vendre un appartement parce qu'il est agent immobilier à un Texan qui l'a acheté du Texas sans même se déplacer. Il vient 2 semaines par an sur la Côte d'Azur. 2 semaines, 1,2 million. Il ne s'est pas déplacé, il l'a acheté du Texas. Je vous dis que vous ne pouvez pas lutter et que ces appartements-là fixent le prix de tous les autres. C'est pas le petit studio qui fixe l'appartement de tout le marché immobilier, c'est les grands. Donc moi je dis, quand vous avez un marché qui est internationalisé, vous ne pouvez pas lutter. Donc je nationalise ça et ensuite je fais la même chose pour l'agriculture. Juste ces 2 trucs-là et je transforme la vie de tous les Français. Donc fondamentalement, il faut renationaliser. J'invente rien, encore une fois. Keynes a écrit ça en 1932. Il faut relire ce texte de l'autosuffisance nationale.
Alors, allez-y. Comment ça alors moi j'ai une petite question assez courte. Est-ce que pour vous il y a un seuil, parce que vous dites que c'est à nous qui vient de finalement faire changer les choses et d'aller vers cette homo economicus, est-ce qu'il y aurait un seuil à partir duquel, selon vous, il y aurait un effet domino vertueux donc deuxième chose, j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre en quoi est-ce que le capitalisme, le libéralisme, on l'appelle comme on veut, canalise cette volonté de puissance. Est-ce que c'est simplement au niveau des États, mais est-ce qu'aujourd'hui on ne verrait pas simplement que ça ne canalise pas la volonté de puissance, puisque une fois qu'on le voit bien avec soit les multinationales, soit les grands patrons des multinationales, Bernard Arnault, on va le nommer, et d'autres, finalement, une fois qu'ils ont atteint cette volonté de richesse, ils recommencent dans une volonté de puissance extra-étatique, et c'est le problème des multinationales et de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et la dernière question, c'était, pareil, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que le jugement moral ne peut pas canaliser cette volonté de puissance, parce que si ma mémoire est bonne, en fait, Dostoïevski, c'est pas la beauté changera le monde, mais l'amour, via un amour qui est quand même chrétien, au sens, d'ailleurs, je préciserai, au sens catholique orthodoxe, et non pas au sens protestant. Alors, on va dans l'ordre. Première question. L'effet de le seuil, c'est l'élite qui le fixe. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui dans une société hyper connectée. Ça veut dire qu'à partir du moment où, à une heure de grande écoute, vous fixez un certain nombre de normes et que votre élite les relaye, eh bien, le peuple s'en inspire. C'est extrêmement difficile de faire partir les choses du bas. La plupart des produits marketés c'est par le biais publicitaire qui sont diffusés. Donc, c'est l'élite. Et un des problèmes qu'on a au niveau politique, c'est que notre élite médiatique, elle est extrêmement bien ciblée, formatée idéologiquement. Donc, en fait, plus que la question du seuil, c'est la question du verrou qui se pose. Deuxième question, ça concernait le capitalisme et Bernard Arnault. Si en fait il y a une domestication de la volonté de puissance, parce que Bernard Arnault, justement parce qu'il fait du fric, pour parler trivialement, il ne prend plus son fusil pour faire la guerre. Parce que si demain il y a une guerre, lui fait moins d'argent. Les seuls qui ont un intérêt, c'est ceux qui sont dans l'industrie de l'armement, mais pour tous les autres, à partir du moment où vous devenez un entrepreneur, vous avez besoin que les affaires marchent. Et pour que les affaires marchent, on va dire le modèle de base, c'est la bourse, la finance. Il faut qu'il y ait une visibilité, il faut que les choses soient calmes. Aujourd'hui, dans les grandes agences, dans les grands groupes financiers, il y a des spécialistes de géopolitique qui analysent au moment où on pense faire un investissement dans tel ou tel pays, le risque pays. Donc on essaie de mesurer est-ce que potentiellement notre argent notre investissement risque d'être mis à mal par les vieilles méthodes, pour parler comme Luttwak. Donc si, il y a un mécanisme de transfert de la façon dont on envisage la volonté de puissance. On n'a plus d'intérêt dans une société où on commerce, on n'a plus d'intérêt à sortir le fusil, sauf si, encore une fois, on ne fait pas partie de cette société. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, on met du temps à comprendre que l'immigration était génératrice d'insécurité physique. On a longtemps cru, enfin quand je dis on, c'est les médias ont longtemps cru que c'était une forme de racisme vis-à-vis des personnes qui arrivaient. Absolument pas. En fait, ils vivent dans des sociétés où il n'y a pas de modèle capitaliste qui est mis en place. Et donc, en réalité, la captation de richesse se fait autrement, par des gouvernements qui sont corrompus, avec de la police souvent qui est corrompue et qui est violente. Et donc, en réalité, c'est pour ça qu'il y a une reproduction de tels modèles. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à blâmer qui que ce soit. Il suffit juste de l'analyser froidement, et puis c'est tout. Donc, on se rend bien compte que notre société, si elle avait été préservée de ces flux migratoires intempestifs, aurait probablement, en termes de redistribution des richesses, mieux marché. C'est-à-dire qu'il y aurait eu moins d'argent dépensé
pour essayer d'éponger la pauvreté du monde et davantage pour essayer d'éponger la pauvreté nationale. Donc à partir de ce moment-là, on augmente le niveau de richesse générale, enfin, je veux dire, comparer le niveau de pauvreté au milieu du XXe siècle dans les 30 Glorieuses avec ce que raconte Victor Hugo dans ses livres. Et puis vous allez voir, je veux dire, en France en 1850, l'espérance de vie c'est 35 ans. Au Creusot, disent les historiens, 27 ans. Vous vous rappelez le poème Mélancolia de Victor Hugo? Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces 12 êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Mais qui vit encore ça aujourd'hui? Personne. Donc, bien évidemment qu'à cette époque-là, on prend le fusil tout de suite parce qu'on a besoin de quelque chose. Aujourd'hui, on manifeste paisiblement. Si on exclut les groupuscules anarchistes qui ont un agenda politique, l'essentiel des manifestants ne prennent pas le fusil. Le meilleur exemple, c'est les Gilets jaunes. Le 1er décembre 2018, qu'est-ce qui se passe? Ils sont devant l'Élysée, et les CRS confieront aux journalistes quelques jours après, s'ils poussaient, ils rentraient, on ne pouvait plus tenir, ils étaient trop nombreux, on était trop peu nombreux. C'est pour ça que le 8 décembre, il y a un avion qui a affrété sur le toit de l'Élysée pour exfiltrer le président et que le reste de l'équipe présidentielle visite le bunker pour pouvoir se sécuriser. Ils ont la trouille et ils n'ont pas complètement tort, mais il n'y a pas Trotsky qui est là pour penser l'insurrection. Il y a juste la révolution avec des gens qui n'ont pas d'agenda politique et qui sont en réalité pacifiés. Donc si ce basculement occasionne une transformation de la volonté de puissance. Votre dernière question sur Dostoïevski, on a beaucoup discuté cette question du prince Mishkin là, sur la beauté sauvera le monde. En réalité, chez Dostoïevski, la clé de compréhension, c'est pas celle de l'amour, c'est celle du grand inquisiteur. Donc c'est celle des frères Karamazov. C'est le moment où la troisième tentation du Christ est refusée. Donc le Christ subit 3 tentations dans le désert. La première, on lui dit « Tu as faim, demande à ce que ces pierres soient changées en pain ». Il refuse. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième tentation, jette-toi en bas. Et à ce moment-là, les anges te porteront. À chaque fois, le diable cite un passage des psaumes et le Christ refuse. Là aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Troisième tentation, qui est la tentation politique et économique, c'est regarde, on est sur le sommet de la ville, regarde toutes ces richesses, elles seront à toi si tu te prosternes et tu m'adores. Le Christ répond, arrière de moi, Satan. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dostoïevski, dans Le Grand Inquisiteur, dit, en réalité, il aurait dû accepter, ça aurait réglé nos problèmes, la domination et les richesses. C'est ça Dostoïevski. C'est là qu'il est le creuset de sa pensée. C'est pas dans la phrase du prince Mishkin. Il y a une vraie question. Alors je crois que la littérature sur le Grand Inquisiteur s'arrête pas. Il y a une vraie question sur la notion chrétienne. Donc, ça c'est pour Dostoïevski. Sur la question de la morale, et notamment de la morale chrétienne, j'ai écrit un livre, il y a 1 an et demi, qui s'appelle Le Christ guerrier, que je n'ai pas pu faire publier, et donc que j'ai dû publier à compte d'auteur, parce que j'ai, à l'intérieur, critiqué une encyclique de notre cher pape François, pour qui j'ai beaucoup de respect et pour lequel je prie, mais avec lequel je suis en désaccord. Et donc, à l'intérieur, il y a quelques lignes seulement de critique, mais c'est suffisant pour que les éditeurs disent non. Bon, heureusement, je pense qu'il va y avoir quand même un moyen, d'ici peu, de le faire publier par une maison d'édition Boniforme, mais il est quand même disponible sur ce site, tu sais, qui commence par un grand A, là. Et donc, dedans, j'explique quoi? J'explique que le christianisme, c'est l'annexe 1, le christianisme n'est pas une morale. Je ne peux pas vous le détailler maintenant, parce que c'est un peu long, mais si ça vous intéresse,
je vous renvoie à ce que j'ai écrit là. Je pense que le christianisme n'est pas une morale et je pense que la notion d'amour, on la comprend mal. En fait, le christianisme est d'abord un art de la guerre. C'est pour ça que j'appelle le livre Le Christ guerrier. Le christianisme est d'abord un art de la guerre. Et la première chose qui vient quand on regarde l'évangile selon Luc, la trajectoire du Christ, dès qu'on sort de la période où c'est un enfant et qui est pris en charge par ses parents, c'est le séjour à Jérusalem de 3 jours. De quoi on nous parle à ce moment-là? On nous parle de la question de l'autorité paternelle qui est bafouée, maternelle. Jésus reste au temple, il ne repart pas avec ses parents, et il reste au temple parce qu'il discute avec les docteurs de la loi. Ils sont frappés par son intelligence. Donc la première manifestation du Christ, ce n'est pas une manifestation d'amour, c'est une expression de l'intelligence. Et ensuite, on oublie toujours que quand il nous demande d'être doux comme des colombes, il nous dit aussi qu'il faut que nous soyons prudents comme des serpents. Et donc, il y a cette prudence qui est présente chez Aristote, il y a cette prudence qui est absolument, qui est la sagesse, qui est l'intelligence, qui est absolument essentielle et qui est complètement opposée du discours chrétien. Et donc, je pense qu'en réalité, le rapport au bien et au mal doit être revu à l'aune de ces notions-là. Et à ce moment-là, quand on repense cette question du bien et du mal, on se rend compte, pour le dire en 2 mots, que le mal est une question ontologique. Quand le Christ, à un moment, marche dans les rues, il y a un homme qui vient à lui, qui lui pose une question et qui l'interpelle comme ça. « Bon maître ». Et que répond le Christ? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, même moi qui suis l'incarnation du divin, tu ne peux pas m'appeler bon. C'est-à-dire, tu ne peux pas penser que le bien est incarné sur terre, même à travers moi. Il n'y a de bon que dans l'esprit. Et donc à partir de ce moment-là, ça décapite la possibilité de toute morale humaine. Donc tu ne peux pas dire le bien est là, le mal est là. La vérité, c'est que le mal, tu dois y faire la guerre, et que en ce qui concerne le bien, tu te tournes vers l'esprit, vers Dieu, mais tu cesses de croire que tu peux établir une morale. Ce qui ne veut pas dire que tout est permis, bien au contraire. Il passe son temps à nous guider vers cet esprit-là. Mais cette possibilité d'une morale, donc d'une morale salvatrice, je n'y crois pas. Donc ma politique se fonde sur autre chose, et notamment sur la beauté. Alors, les 2 dernières questions, monsieur et notre caméraman. Allez-y, rapidement. Oui, merci, ça va être plus terre à terre. Vous avez travaillé avec monsieur de Villepin. Oui. Vous avez donc été témoin de ce dernier grand mouvement de panache de la diplomatie française, à savoir le refus de s'engager en Irak. Qu'est-ce que cette décision doit à l'esthétique, selon vous? Qu'a fait la France de ce capital esthétique à l'heure où ensuite on a eu Daesh et aujourd'hui c'est ExxonMobil qui exploite les pluies à Sora? Alors, il faudrait demander à Dominique de Villepin plus qu'à moi. Dominique de Villepin est probablement un des rares hommes politiques qui a une véritable compréhension selon moi, de la diplomatie. C'est-à-dire que je pense sincèrement, alors je pourrais inclure Védrine qui est de l'autre bord et qui a une pensée qui est peut-être un peu moins proche, mais qui est je trouve remarquable. Même si je suis en désaccord avec les deux sur tout un tas de sujets, et plus on se rapproche de la guerre, plus je suis en désaccord sur la question de la diplomatie. Je pense qu'ils ont une compréhension de l'ordre du monde et de la façon dont il mute, qui est largement supérieure à tout ce que nos responsables politiques aujourd'hui ont, et même beaucoup de nos analyses politiques. Je crois aussi que
Dominique de Villepin ne se serait pas laissé leurrer par, comme l'a été Emmanuel Macron, par les faux semblants géopolitiques, et notamment, il n'aurait pas, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, et puis à sa suite François Hollande, et puis Emmanuel Macron, rallié l'OTAN, donc réintégrer la France dans son commandement intégré. Donc il y aurait eu probablement des conditions différentes, et j'aime à penser que cette guerre d'Ukraine n'aurait simplement pas eu lieu, en fait, pour une raison assez simple, c'est qu'il n'y a même pas besoin de convoquer le général de Gaulle, il y a juste besoin de convoquer Chirac et dire que si Chirac était président et si Poutine avait appelé Chirac en lui disant, comme il l'a fait avec Emmanuel Macron, ce qui est, je veux dire, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Vladimir Poutine appelle quelqu'un qui n'est pas son allié pour lui dire « je vais franchir une frontière ». C'est inédit. Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? La morale. La morale à Poutine. Tu ne dois pas faire ça parce que si, parce que ça. Mais c'est une blague. Donc je dis que Chirac aurait pris son avion, aurait dit non, 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 je viens moi demain. Là, on discute. Et Dominique de Villepin l'a dit. On crée une zone de cogérance neutre, hors OTAN, Europe, Russie, sur l'Ukraine. Et donc la question de la sécurité globale est réglée. Et ensuite, on envoie, et j'étais chez Villepin, et j'ai plaidé en 2006, au moment où tout le monde ne parlait que d'une chose, le coup de tête de Zidane sur Materazzi. Je vous rappelle que le Liban prenait des missiles sur la tête. Je dis, à ce moment-là, il faut qu'on fasse pression sur le président Chirac pour qu'il envoie des casques bleus et qu'on arrête ça rapidement, pour pas que ça dégénère. Je dis qu'il aurait fait la même chose pour la question de l'Est de l'Ukraine. Il n'y aurait pas eu de guerre. Voilà ce que je pense. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a une classe politique qui n'est pas au niveau. Alors maintenant, dernière question. Oui, est-ce que vous pensez que pour pouvoir renouer avec le fil civilisationnel de la beauté et sortir de cette impasse libérale, la question en fait la plus fondatrice, ce serait celle de l'éducation et de l'école, et de sortir de cette fabrique à crétins pour pouvoir réapprendre aux gens à penser, s'exprimer et en fait pouvoir avant de pouvoir apprécier quelque chose de beau, avoir les armes pour pouvoir apprécier ces choses. Oui, bien évidemment, l'école est centrale et bien évidemment, elle est aujourd'hui bafouée. C'est-à-dire le principe même de l'éducation, de l'instruction est bafoué. J'allais dire, indépendamment du fait que, vous voyez bien raison, on fabrique du crétin, il y a un problème sous-jacent qui est capitaliste. Ce qu'on fabrique, même quand c'est pas un crétin, c'est un gars qui sort d'HEC et qui a été formaté pour obéir sans réfléchir à tous les codes du marketing, de l'économie, de la finance, à les dupliquer de manière déterritorialisée pour maximiser le profit en se souciant le moins possible de l'être humain, en le considérant comme une variable d'ajustement. Et donc, repenser l'école, c'est même repenser son projet. C'est-à-dire qu'indépendamment de la baisse de niveau, il faut repenser même son projet et faire sortir de la tête de ceux qui font les programmes un certain nombre d'idéologies, mais surtout celle qui consiste à dire que réussir sa vie, c'est avoir un beau poste avec plein de fric. Voilà. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.